Bonjour et bonsoir. Donc, pour notre petit entretien, découvrir la multiconscience thérapie, la multiconscience dans tous ses états, qui est finalement le troisième événement qui précède la formation certifiante sur la lecture intuitive et soins de l'aura et des chakras. Alors, les deux premiers événements ont été, donc le premier événement, c'était une présentation un petit peu en fin de compte, j'ai fait un petit peu un tour d'horizon de toutes les techniques qui étaient utilisées pour soigner l'aura et les chakras, combiné avec la pratique intuitive. C'était un peu l'objectif que je m'étais donné. Et puis, le deuxième événement, on a repris ces techniques-là, puis on les a mis en application avec des gens dans la salle virtuelle qui étaient présents. Donc, je montrais un petit peu comment chacune des techniques pouvait s'opérer très simplement. Alors, évidemment, vous l'avez compris que la pratique de pleine conscience intuitive se repose d'abord et avant tout avec l'apprivoisement de l'imaginaire. C'est-à-dire que ma capacité à utiliser l'imaginaire comme un véhicule de conscience me permet de me connecter avec quelqu'un à distance. Puis à partir de cette connexion-là, je peux interagir avec l'énergie de cette personne-là sans l'avoir à la toucher. Est-ce que ça veut dire que le toucher n'est pas utile? Bien sûr que le toucher peut être utile. Si je suis en présence de quelqu'un, je peux enrichir le soin par le fait que je suis présente avec la personne et je peux donc effectuer un soin en la touchant et donc amener donc un mieux-être peut-être plus supérieur. Hein. Je dirais que quand les gens sont malades, par exemple, moi j'aime bien rencontrer la personne physiquement parce que on peut arriver à un meilleur effet, un meilleur soin énergétique. La personne va peut-être ressentir plus l'impact du soin en présentiel qu'à distance. Sauf qu'évidemment, ce que je veux faire comprendre, c'est que l'idée de la pratique intuitive ne repose pas donc sur les actions physiques. Comment tu vas faire ça? Comment procéder? C'est qu'on doit apprendre à faire confiance à quelque chose qui est du subtil. Et souvent, c'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas habituel pour l'être humain. Hein? L'être humain est habitué, lui, à avoir des méthodologies, des façons de faire, étape 1, étape 2, dans le concret, dans la matière, qui est rassurant aussi souvent pour les gens. Et dans la pratique intuitive, justement, qu'est-ce qui est la particularité de ça? C'est qu'on est confronté à devoir faire confiance à quelque chose qui est plus subtil, qui est moins visible. Donc, évidemment, on peut ne rien faire, puis faire plein de choses à une personne sans que ça paraisse. Alors, des fois, c'est un peu plus difficile à présenter dans un contexte de pédagogie, de le faire, mais finalement, l'idée pour arriver à le faire, c'est d'apprendre d'abord et avant tout à pratiquer sur soi. C'est ça qui est proposé dans l'enseignement. Donc, pratiquer sur soi, mais c'est apprendre à apprivoiser notre imaginaire pour être capable d'interagir avec notre corps, pour être capable donc de se soigner, de se faire du bien, de développer notre compréhension de soi-même, et ensuite on l'applique vers l'autre. Et c'est de cette façon-là qu'on va arriver à développer cette aisance-là. Donc, le troisième événement qui est aujourd'hui a pour objectif donc d'amener un autre élément qui tourne autour de l'oreille des chakras, qui touche peut-être plus l'aspect psycho-émotionnel. Puis je pense que c'est un aspect très important parce qu'évidemment, et vous l'avez sans doute compris, puisque dans les deux premiers événements, quand même, dans ma pratique à moi, elle n'est jamais essentiellement énergétique. Je reconnais que dans l'énergétique, il y a toujours comme des éléments psycho-émotionnels qui animent l'énergie. Et c'est-à-dire que je peux avoir une perturbation énergétique dans mon chakra racine, mais cette perturbation énergétique-là est souvent associée à une conscience psycho-émotionnelle qui va refléter, par exemple, des colères ou je ne sais quoi qui peut être présent dans la région en question. Donc, inévitablement, le travail intuitif va nous amener à prendre conscience que l'être humain que nous sommes, on doit avoir un regard holistique quand on le regarde. C'est-à-dire qu'on peut pas dire « Ah, ben, tu as une problématique énergétique, se limiter à ça ». On peut très bien reconnaître que si on prend un peu plus de recul, cette problématique énergétique-là, une problématique psycho-émotionnelle, et c'est ça qui va faire qu'on a une vision de plus en plus large de ce qu'on observe. Et plus cette vision est large, mais peut-être permet de poser un regard beaucoup plus global sur la personne. Et ce qu'on va aborder aujourd'hui, donc la multiconscience, c'est quelque chose que j'ai observé en fin de compte dès le début de la pratique, hein, quand j'ai commencé moi à être formé par un guérisseur. La première chose que j'ai observée, c'est que dans le champ d'énergie, dans l'aura, il y avait des personnages. Et il n'y avait pas un personnage, il y avait des personnages. Ça voulait dire que chaque être humain que nous sommes tous, nous sommes animés par des personnages en dedans de soi. Et ces personnages-là, on n'en est pas conscient qu'ils sont là. Et ils sont finalement donc des énergies qui se sont animées par des consciences mémorielles, c'est-à-dire par exemple, ça peut être par des souvenirs de mon histoire à moi. Hein, par exemple, quand j'avais 5 ans, que je me suis senti abandonné en tant qu'enfant, je peux avoir donc cette mémoire-là dans mon champ énergétique.
une expérience d'adolescence que j'ai vécue, qui m'a traumatisé, bien évidemment, dans mon champ énergétique, je peux y trouver quelque part une expression de cet adolescent-là qui a peut-être 16 ans et qui a vécu un traumatisme. Je peux y voir également des expériences plus présentes dans ma vie que j'ai pas assumées, hein, comme des choses que je sens que je suis en train de reconnaître en moi, mais que j'ai pas encore arrivé à apprivoiser ces énergies-là. Donc, je peux observer ça dans le champ énergétique. On peut également voir des mémoires provenant de l'histoire familiale, là. Donc mes ancêtres, en fin de compte, qui peuvent résonner avec moi, c'est-à-dire résonner avec une expérience que je suis en train de vivre. Et il va y avoir donc un phénomène de résonance, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je peux puiser dans mon histoire familiale pour me connecter avec des mémoires qui vont finalement amplifier ce que j'ai pas encore maîtrisé. Par exemple, si je me suis senti abandonné à l'âge de 5 ans, mais cet enfant de 5 ans est dans mon champ énergétique, mais lui peut résonner avec une mémoire familiale de mon arrière-arrière-grand-père qui s'est senti abandonné dans une certaine situation de sa vie. Donc, on comprend évidemment qu'il y a des ramifications qui se font entre moi qui a une histoire et l'histoire familiale. Puis si on va plus loin, on peut constater que cette mémoire d'enfant qui s'est senti abandonné, ben, peut résonner avec des mémoires d'autres vies. Ça veut donc dire quelque part que moi, en tant qu'être humain, je suis en interrelation avec l'histoire de l'humanité. Donc déjà, quelque part, c'est intéressant de comprendre ça, parce que ça veut donc dire que l'être humain que je suis, ben, je suis porteur à quelque part de mon histoire, mais en même temps, mon histoire est en étroite relation avec l'histoire de mon histoire familiale, mais également donc de l'histoire de l'humanité, ce qui veut donc dire qu'on fait vraiment partie de l'humanité, hein, en tant qu'être humain, et que le fait de faire partie de cette humanité-là, ben, nous amène à nous rendre compte justement qu'on est tous en étroite interrelation, donc avec cette histoire de l'humanité, mais aussi moi, avec quand je rencontre des gens dans la rue, quand vous rencontrez des gens, ben inévitablement tout ce bagage que je porte en moi va donc être en étroite relation avec les autres aussi autour de moi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des résonances qui vont s'effectuer entre moi et des gens qui sont autour de moi, qui vont entraîner des attractions ou des répulsions que je ne comprends pas nécessairement très clairement au départ, mais que si je commence à reconnaître à quelque part qu'est-ce qui se passe en moi dans le subtil et de voir qu'est-ce qui se passe dans le subtil chez cette personne-là, je vais doucement comprendre évidemment la raison d'être de ces répulsions et de ces attractions-là qui existent. Donc, vous comprendrez ici que, évidemment, au niveau des structures des chakras, bien évidemment, chacun des chakras, ce sont comme des niveaux de conscience. Et ces niveaux de conscience-là, finalement, sont reliés à une certaine forme de développement de l'être humain, comme on l'avait vu, je crois, dans les 2 premiers événements. Et ce que je vais essayer de vous présenter ici, c'est à quoi ressemble l'être humain dans son idéal. Pour ensuite vous montrer quelque part de quelle façon qu'il s'éloigne de cet idéal-là. Alors, ça m'amène à vous parler un petit peu de la spirale évolutive, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle La spirale évolutive. Il y a donc un jeu de cartes qui a été développé sur ce concept-là. Et il y a donc également un livre qui va s'appeler Spirale évolutive en pratique, qui est en préparation, qui va être disponible pour les gens qui suivent la formation, parce qu'on va vous l'offrir dans la formation certifiante, et qui a pour objectif donc de nous amener à prendre conscience finalement que l'être humain que je suis, ben à quelque part dans son développement d'humain, ce qu'on cherche, nous, à développer, c'est cette position d'alignement. La position d'alignement, c'est moi qui se tient les 2 pieds sur le sol et qui est debout et qui est relié vers le ciel. Cette position de verticalité idéale, c'est une position dans laquelle l'énergie de la Terre et celle du ciel circulent librement en moi. Ça, c'est la position d'équilibre. Cette position d'équilibre signifie que si je suis capable d'assumer cette énergie d'équilibre à travers moi, ça veut donc dire finalement que je vais finalement développer mes chakras d'une certaine façon. Et je vais vous présenter une façon idéale, assez sommairement, à quoi ressemble justement cet être humain parfait vers lequel nous tendons et qui rejoint un peu la spirale évolutive puisqu'on part du principe qu'il y a 7 familles d'âmes. Les 7 familles d'âmes, qu'est-ce que c'est? C'est le développement de mes chakras qui reflète une forme d'expression idéale de l'être humain. La famille d'âmes, c'est que le chakra racine, par exemple, quand on est dominant dans ce chakra racine-là, ben, il y a une façon d'exprimer l'être humain que nous sommes. C'est ce qu'on appelle une famille. La famille de tous les êtres humains qui ont un chakra racine dominant vont donc avoir une façon d'exprimer ce qu'ils sont dans le monde terrestre, et ainsi de suite. Donc, je vais vous faire un petit peu la présentation de ça. Puis, s'il y a des questions, des interrogations, ben, faites-le moi savoir. Ça va me faire plaisir, évidemment, de pouvoir répondre, hein, parce que c'est pas un monologue que je suis en train de faire avec vous, hein. On peut interagir, bien sûr,
sans aucun problème. Donc, vous pouvez me le faire par vos questions dans le chat ou encore, évidemment, vous pouvez également aussi me faire un petit signe de la main et je pourrais vous donner accès là, donc aux vidéos, au micro, vous pouvez prendre votre micro et me poser la question. Donc, les 7 expressions qui font que cette personne, l'être humain que je suis, est aligné avec qui je suis, ça commence par le chakra racine. Le chakra racine correspond au bâtisseur. Le bâtisseur, qu'est-ce que c'est? C'est l'être humain qui reconnaît quelque part qu'il est en harmonie avec la nature terrestre, tout simplement. Alors, si je suis en harmonie avec l'équilibre de la planète Terre et des lois et des règles de la vie humaine, pas de vie humaine, mais de la vie terrestre et de l'univers, finalement, ben, j'apprends donc à me bâtir, à devenir un bâtisseur qui va construire sa vie, qui va construire sa volonté, donc, de s'installer dans le monde terrestre en accord avec les lois de la nature et les lois de la vie. Donc, on va contribuer en tant qu'être humain à respecter la vie qui existe sur la planète Terre et on va apprendre à prospérer sur cette planète-là et favoriser donc l'émergence de ce qu'on pourrait appeler un paradis terrestre. Hein, parce que quand on y pense, lorsque l'être humain est arrivé sur Terre au départ et qu'il a compris comment la planète Terre fonctionnait, il avait l'opportunité de reconnaître qu'il était capable de construire un petit paradis. Alors, il y a peut-être des éléments qui ont manqué par la suite, l'être humain ne s'est peut-être pas développé comme il l'aurait souhaité, et ça l'a peut-être éloigné de ce champ de compétences-là qu'il aurait dû pouvoir développer. Mais ça, on va peut-être y revenir un petit peu plus tard. Donc ça, c'était le premier chakra, le chakra racine. Donc, évidemment, je vais passer sommairement, parce qu'on a déjà un petit peu parlé des étapes des chakras, mais là, je le présente vraiment avec cette nature des familles d'âmes qui va être intéressante pour la suite pour parler de la multiconscience. Vous avez ensuite le chakra sacré qui lui a appris, c'est l'être humain qui se développe et qui reconnaît son désir d'être authentique avec lui-même et d'être authentique avec les autres. Alors, encore là, l'être humain qui recherche cette authenticité-là, c'est que lui a appris donc à accueillir ce qu'il était, puis à reconnaître que ce qu'il est, ben c'est pas comme la personne à côté, on est tous différents. Alors, il y a des aspects de nous, il y a des gens qui sont très insécures, par exemple, qui ont énormément besoin de sécurité. Il y a des gens qui sont plus impulsifs, il y a des gens, bon, il y a toutes sortes de particularités comme ça. Et le chakra sacré me permet de reconnaître qui je suis. Donc, le reconnaître, c'est de l'accepter. Alors, comme on est tous différents, ben, on est tous confrontés à devoir un jour ou l'autre accepter qui on est. On peut toujours se faire croire qu'on est quelqu'un d'autre, mais on n'est pas sincère avec nous-mêmes. Donc, un jour ou l'autre, on doit faire la paix avec soi. Et en faisant la paix avec soi, on est capable de faire la paix avec les autres aussi. On est capable d'accepter qui on est. On est capable d'accepter ce qu'ils sont. Cette relation d'authenticité est vraiment importante parce qu'évidemment, elle favorise la collaboration d'une communauté qui collabore, qui se respecte mutuellement, etc. Alors, évidemment, ça, c'est dans un monde idéal, l'être humain aurait pu être cela. Alors, vous avez compris sans doute que on s'est éloigné en chemin de ça, et on va voir un petit peu tout à l'heure pourquoi, concernant les blessures émotionnelles qui sont associées à chacun de ces éléments-là, qui vont nous amener vers la multiconscience, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, vous avez donc le chakra solaire, qui lui nous amène donc au guerrier. Le guerrier, évidemment, c'est cette personne qu'on pourrait exprimer comme étant celui qui fait la guerre, on pourrait penser à ça. Mais le guerrier, dans sa version équilibrée, c'est un être humain qui a appris à assumer sa puissance et qui a appris à reconnaître la puissance que les autres êtres humains pouvaient avoir. Il a compris que parce qu'il était puissant et que l'entourage autour de lui était puissant, il y avait donc une possibilité de complémentarité. C'est-à-dire que je suis puissant et tu es puissant, et deux ensemble, puissants, ben ça fait plus de puissance. Et c'est là qu'on reconnaît quelque part que chaque être humain a des compétences et des qualités, et que si on cherche à identifier les qualités de chacun, ben on peut effectivement se complémentariser puis augmenter nos capacités, notre capacité donc à devenir de plus en plus fort, etc. Et c'est ça un peu que les guerriers cherchent à manifester. Évidemment, on a compris que la société telle qu'on l'a conçue, j'insiste sur tel qu'on l'a conçu, parce que ça veut bien dire quelque part que c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui avons créé quelque chose qui n'était pas nécessairement en harmonie avec la composante évolutive de l'être que nous étions, et que le guerrier, quelque part, ben, il a travaillé davantage sur le principe de dominant et dominé, c'est-à-dire qu'on a davantage investi sur l'idée que il y avait donc des hommes forts et des femmes fortes, et puis que dans ce sens-là, il y avait donc des plus faibles, et on a comme construit une société autour de cette espèce de hiérarchie qui est basée sur la force terrestre. Hein. Au début, c'était les hommes forts qui pouvaient dominer les hommes faibles, puis ensuite, bon, il y a l'aspect financier, c'est toujours le concept de la richesse et du pouvoir qui a fait que l'être humain s'est éloigné de cette nature plus évolutive que je viens de vous proposer. Puis ensuite, évidemment, vous avez le serviteur, qui est le chakra du cœur, qui lui nous amène à reconnaître à quelque part cette capacité que j'ai en tant qu'être humain de reconnaître cette envie de servir.
Cette envie de servir, bien évidemment, c'est que j'ai envie de me servir pour commencer, j'ai envie d'être dévoué à moi-même et j'ai envie de me dévouer envers les autres. C'est-à-dire que j'ai envie d'apporter la pierre à l'édifice de l'humanité, c'est-à-dire j'ai envie de collaborer avec l'humanité pour qu'on puisse évoluer tous ensemble. Et évidemment, cette nature-là, quelque part, bien évidemment, elle est très importante puisque ça correspond évidemment à cette idée que tous ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur. Malheureusement, évidemment, dans le chakra du cœur, ben, il y a des gens qui vont se fermer au niveau de leur cœur, qui vont devenir égoïstes carrément. Et il y en a d'autres qui vont davantage, finalement, se dévouer complètement d'une façon démesurée envers les autres. Ils vont se perdre dans cette envie de se dévouer. Et évidemment, encore là, c'est une perturbation qui va en résulter. Alors, ensuite, il y a le chakra de la gorge qui nous amène à reconnaître le pouvoir créateur. Le pouvoir créateur, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que moi j'ai de concevoir le monde avec des yeux différents. C'est-à-dire que moi, j'arrive sur Terre, je suis un créateur, je suis capable donc de voir la planète Terre et l'humanité telle qu'elle s'est conçue, mais je peux voir qu'est-ce qui pourrait faire que cette humanité, cette planète-là puisse évoluer, progresser, cheminer par des inventions, par un regard différent sur la vie, etc. Donc, le créateur va apporter une forme d'avant-gardisme sur la planète Terre. Donc, les gens qui sont très créatifs, très créateurs, beaucoup au niveau de la gorge, sont des gens qui ont vraiment cette envie, effectivement, d'apporter de nouvelles formes sur la planète Terre pour faire évoluer la conscience humaine le plus fréquemment. Vous avez évidemment le chakra frontal qui touche le philosophe, qui donc développe un peu cette position de témoin. Le témoin, pour moi, c'est le sage, c'est l'intuitif, qui observe la vie et qui comprend que quand on observe la vie, quand on regarde la matière telle qu'elle se manifeste à nous, on peut comprendre que derrière cette matière-là se cache quelque chose de plus subtil qui est animé par une sagesse, une conscience intelligente. Par exemple, si je regarde un arbre, je peux très bien voir qu'un arbre, c'est un organisme physique terrestre, mais le sage va être capable de comprendre que l'arbre est animé par une conscience intelligente. Il va être capable de communiquer avec l'arbre, tout comme il va être capable de communiquer avec un être humain, parce qu'il va comprendre que l'être humain est animé par quelque chose de plus grand que lui. Et ça, c'est ça un peu le philosophe. Et puis évidemment, le spirituel, qui est le chakra couronne, qui lui, davantage relié à cet être humain qui s'accomplit spirituellement. Donc, le sentiment, lui, justement, avoir fait le parcours qui était nécessaire pour atteindre une certaine réalisation terrestre, ce qui implique à quelque part qu'il y a une certaine libération face à la matière, une libération face à cette idée de devoir se réaliser sur Terre, puisqu'on a le sentiment d'avoir fini un cycle, et on peut même se retirer à ce moment-là de cet investissement terrestre, puisqu'on reconnaît qu'on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à prouver. On est davantage connecté vers cette énergie du ciel. Donc, vous voyez que ça, c'est un peu les 7 phases de développement humain à travers la spirale évolutive qui nous amènent à comprendre que l'être humain, dans son axe d'harmonie, lorsqu'il est en harmonie, ben, à quelque part, il y a des composantes humaines évoluées qui sont présentes et que si moi je suis animé par ces 7 chakras-là dans cette expression que je viens de vous nommer, ben je suis un être humain quelque part qu'on peut certainement dire ayant une conscience évolutive très élevée. Malheureusement, l'histoire de la vie va faire qu'on va vivre des blessures émotionnelles qui vont se faire à travers l'un ou l'autre des 7 chakras. Je ne vais pas aborder ça en détail parce que j'ai déjà fait des conférences là-dessus. Mais ces blessures émotionnelles-là sont reliées à des chocs, qui sont reliées au développement de mes chakras et qui vont faire que le chakra en question va perdre de son axe d'équilibre. Hein, par exemple, si mon chakra sacré, quelque part, il n'est pas équilibré parce que j'ai vécu un sentiment de rejet, par exemple, ben ce rejet-là va entraîner en moi une perturbation dans mon chakra sacré qui peut être de l'ordre du désalignement, de l'ordre de l'hypoactivité, de l'hyperactivité, de la surcharge ou de l'épuisement, comme on l'avait vu dans les conférences précédentes également. Donc, c'est ça un petit peu qu'on pourrait voir à ce niveau-là, c'est-à-dire que ces blessures-là, quelque part, vont nous éloigner, puis vont faire que ma façon d'aborder mon chakra sacré, par exemple, qui est le communicateur, ben, qui est donc relié à l'authenticité, ben, il va devenir de moins en moins authentique. De moins en moins authentique, ça veut dire quoi? Par exemple, je pourrais finalement me renfermer sur moi-même et développer ce qu'on appelle aujourd'hui souvent l'hypersensible. L'hypersensible, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu, quelque part, qui est tellement renfermé sur lui-même qu'il attend quelque part, il est dans une forme d'attente envers l'extérieur. Il attend que l'extérieur fasse quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Et comme il ne le fait pas, ben lui, quelque part, ben il devient finalement une victime. La victime, c'est quelqu'un qui se dit, bon, cette personne-là, elle aurait dû venir me voir, mais elle n'est pas venue me voir. Ah ben, je suis fâché là parce qu'elle m'a pas venu me voir, mais on reste tout à l'intérieur, on le dit pas.
on devient hypersensible, on devient complètement condamné par notre sensibilité parce qu'on réagit pas. Et si je suis fâché parce que la personne n'est pas venue me voir, ben je peux me lever puis aller la voir puis dire écoute, t'es pas venu me voir, est-ce qu'il y a une raison, etc. Vous voyez, on brise à quelque part le silence. Donc ça, c'est une façon, à quelque part, de vivre une perturbation au niveau du chakra sacré. L'autre perturbation, c'est évidemment l'individu qui, lui, va vouloir s'imposer aux autres par la volonté, justement, de transmettre sa vérité et ne pas être tellement attentif à ce que l'autre veut, mais d'être davantage orienté sur ce que moi je veux et de l'imposer aux autres, par exemple. Vous voyez, alors, c'est comme ça que finalement, il va y avoir ces dynamiques énergétiques qui vont prendre forme. Et d'un point de vue intuitif, comment ça va se manifester, ce que je viens de vous décrire? Ça va se manifester sous la forme de personnages. Je vais d'abord répondre à une question. Il y a Isa qui me demande, s'il vous plaît, quel est l'auteur de cette taxonomie, créateur, guerrier, créateur, etc. Mais c'est moi, ma chère Isa. En fait, quand je peux montrer le livre le livre qui a été écrit, qui s'appelle Découvrir notre spirale évolutive. C'est un livre de 700 pages, qui présente les 56 principaux états de conscience que l'on trouve chez l'être humain. Ces 56 principaux états de conscience-là, évidemment, j'en ai pas parlé en détail, mais il y a 7 chakras et il y a 8 conditions énergétiques. Donc, 8 fois 7, ça fait 56. Donc, évidemment, on va retrouver en détail la spirale évolutive et toutes ces 56 états de conscience-là dans ce livre-là. Maintenant, vous allez le retrouver également, comme Charlotte dit, le livre Le Messager en parle. Maintenant, le livre Le Messager, c'est un livre qui a été réédité tout récemment, que je vous ai offert d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, lors des 2 premiers événements. Vous aviez accès donc au téléchargement de ce livre-là qui s'appelle Le Messager. Et ce livre-là a été récemment réédité et c'est dans cette réédition-là que vous allez retrouver un petit texte sur la spirale évolutive, les 7 familles d'âmes et de quelle façon que chacun des 7 familles d'âmes-là peut devenir un messager. Donc, ça, c'est quelque chose, évidemment, que vous allez retrouver. Évidemment, c'est très sommaire, ce qui est écrit dans ce livre-là par rapport à celui-ci. Celui-ci, évidemment, on aborde en détail, puisque vous l'avez compris, c'est uniquement sur le sujet, c'est 700 pages, alors que celui-ci, c'est une centaine de pages, si je ne me trompe pas, et c'est quelques pages à la toute fin du livre qui en parlent. Donc, évidemment, on ne parle pas du même niveau, puis également aussi, donc, un jeu de cartes qui, lui, va vous parler d'autres choses sur le sujet de la spirale évolutive, qui est un peu celui-ci. Ça, c'est le jeu de cartes. Ça, c'est le livre qui va avec le jeu de cartes. Et il y a un autre livre qui va sortir sur le jeu de cartes qui va être voulu et approfondi, qui va présenter plus en détail comment on peut jouer avec le jeu de cartes et comment on peut l'interpréter pour comprendre mieux la symbolique des cartes. Mais ce livre-là vous présente essentiellement de quelle façon que les cartes peuvent être, on peut les interpréter directement avec les cartes. On prend une carte et on peut regarder le livre et le livre nous explique le sens des cartes. Et les cartes, bien évidemment, pourquoi un jeu de cartes? Ben, c'est que le jeu de cartes c'est en fin de compte le projet d'origine de la spirale évolutive. C'était d'abord avant tout un jeu de cartes, mais ça a pris un certain nombre d'années avant que ça puisse prendre forme. Et les cartes reposent sur le concept de la cause, la conséquence et la solution, qui sont reliés donc au mouvement énergétique des chakras, le mouvement donc centripète, centrifuge, et donc entre les deux, entre le mouvement centripète et centrifuge, il y a un mouvement donc d'alternance, et c'est ça qu'on retrouve dans le jeu de cartes également. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs façons d'aborder la spirale évolutive, et dans la spirale évolutive en pratique, qui va sortir bientôt, il existe présentement la spirale évolutive en bref également, que j'ai pris ici avec moi, qui est un cahier très sommaire sur la spirale évolutive, qui vous explique en tableau très simple ce que c'est, mais il est en train d'être retravaillé et il va devenir la spirale évolutive en pratique. Et dans celui-là, il va y avoir beaucoup plus d'informations mais toujours très synthétiques et dans lequel il va y avoir des grilles d'évaluation et de soins. Donc, dans lesquelles vous allez pouvoir apprendre à utiliser la pratique de la pleine conscience intuitive, mais en utilisant donc des tableaux très synthétiques pour faciliter finalement la façon d'explorer justement la spirale évolutive et d'aller chercher des informations supplémentaires sur la compréhension de comment vous pouvez arriver à rétablir l'équilibre de tout ça. Donc, voilà. Donc, si on revient sur cette idée, c'est que quand moi j'ai commencé à ma pratique au tout début, je voyais plein de personnages. Et ces personnages-là, évidemment, on pouvait se questionner qu'est-ce que c'était que ces personnages-là. Et on a vu, évidemment, que en état de moi-même, plus je suis blessé, plus j'ai des blessures émotionnelles en moi, plus je me retrouve avec plusieurs énergies dans mon champ énergétique qui sont dissociées. Dissocier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne sont pas en harmonie avec moi. C'est-à-dire que moi, j'ai volontairement
à mon insu, sans m'en rendre compte, hein, j'ai rejeté ces énergies-là. Quand je dis rejeter ces énergies-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est relié à mon chakra sacré, ben j'ai pris une énergie dans mon chakra sacré qui me faisait mal, par exemple le sentiment d'être rejeté, et j'ai dit à cette énergie-là, je ne te veux pas, parce que ça me fait trop mal. Donc, on le rejette, et ça, on n'en est pas toujours conscient de ça. Mais quand l'intuitif observe le champ énergétique d'une personne, on peut donc voir dans le chakra sacré, évidemment, cette énergie de dissociation, c'est-à-dire une énergie qui n'est pas en harmonie avec moi, qui est peut-être même en conflit avec moi, et qui va finalement m'empêcher de pouvoir finalement développer cette fameuse position d'authenticité que je parlais tout à l'heure. Alors évidemment, ça c'est pour le chakra sacré. Vous l'avez compris que pour mon chakra racine, je pourrais retrouver d'autres énergies présentes dans le chakra solaire et aussi dans le chakra du cœur également, ainsi de suite. Donc, ce qui veut donc dire finalement qu'on est habité par plusieurs énergies à l'intérieur de soi. Dans la pratique chamanique, on parle souvent de perte de l'âme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais perte de l'âme, c'est un peu, quelque part, cette dissociation-là. C'est-à-dire que quand moi, je suis en conflit avec l'énergie qui est en moi et je la rejette, c'est un peu comme si je perdais des morceaux de mon âme. C'est un peu comme ça que le chaman exprimait ça. Puis évidemment, aujourd'hui, on comprend avec la psychologie moderne que ce qu'on appelait ces pertes d'âme, ben quelque part, c'était simplement des énergies qu'on rejetait et que le fait qu'on les rejette, ben quelque part, faisait que plus moi je me rejette à l'intérieur dans mon champ énergétique, plus je suis morcelé dans ma conscience. Et plus je suis morcelé dans ma conscience, et plus je fais énormément d'efforts pour donner une cohérence à qui je suis. Hein, si une énergie en moi va à gauche, une autre va à droite, une autre va en arrière, puis une autre va devant, mais vous comprendrez que pour me lever, puis déployer de l'énergie, puis être capable d'être le plus vrai possible avec moi-même et avec les autres, je vais avoir de la difficulté. Parce que je vais être toujours dans une espèce de conflit intérieur. Et ce conflit intérieur va faire que je vais finalement m'éloigner de ma nature humaine et je vais devenir finalement un être humain qui ne sera pas en accord avec qui il est tout le temps. Et ça, ce que je viens de vous refléter là, je pense qu'on est d'accord, moi, tout comme vous, on est tous prisonniers de ces processus-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure d'arriver à cette position d'alignement facilement parce que justement, on est pollué par ces différents états de conscience-là qui nous empêchent de pouvoir nous épanouir puis de pouvoir justement cheminer. Est-ce qu'il y a des questions concernant tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant? Ça se passe bien? Vous me comprenez bien? Donc, vous peut-être faire un petit mot si vous le souhaitez. Si vous ne me dites pas, ben, je suppose que c'est OK et que vous me suivez bien. Alors, je vais peut-être prendre le temps de faire référence à des termes ésotériques pour faire comprendre un petit peu de quoi il s'agit quand je vous parle de ces énergies finalement qui sont dans le champ énergétique. Alors moi, je vous parle donc de dissociation qui sont plus proches d'un terme de psychologie, mais dans la tradition ésotérique, on parlait de formes pensées, par exemple. Les formes pensées, qu'est-ce que c'est? C'est des énergies qui sont dans notre champ énergétique et qui sont produites à notre insu par exemple, la répétition de pensée. Hein, moi qui pense toujours, j'arrête pas de penser tout le temps au même processus, ben en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je vais nourrir une énergie dans mon champ d'énergie, dans mon aura, et cette énergie-là, elle va prendre une certaine forme et elle va représenter quelque part cette que j'ai construit avec ma pensée. Donc, c'est ça qui explique d'ailleurs pourquoi on dit que l'énergie suit la pensée, hein, c'est-à-dire que par mon mental, je peux produire de l'énergie. À mon insu également. Hein, c'est pas toujours un processus conscient. C'est ça qui est important de comprendre. C'est quelque chose qui peut se faire donc à notre insu. Donc les formes pensées, c'est quelque chose que je pense que certains d'entre vous, vous devez connaître parce que c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans l'ésotérisme et qui reflète un peu ce dont je vous parle quand je vous parle de multiconscience. L'autre terme dont on entend souvent parler, c'est les entités. Alors, les entités aussi font partie un peu de cette terminologie-là. Les entités, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des entités, ça veut souvent dire quelque part soit des personnes décédées qui n'ont pas été en mesure de quitter le monde vivant et qui vont s'accrocher donc à des êtres humains qui sont donc qui ont des faiblesses, des perturbations dans leur champ énergétique et il va y avoir donc une espèce de résonance qui va se faire, qui va faire que l'entité en question va prendre un peu possession de la personne parce que justement, elle va habiter ça dans son espace finalement. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent. Et puis moi, je pense que je l'ai déjà dit, mais moi, j'ai été exorcisé. Donc, c'est un peu comme si on était vacciné. Hein, donc, quand on dit qu'on était exorcisé, mais ça veut donc dire quelque part, vous n'avez rien à craindre, soyez bien à l'aise, n'ayez pas de crainte.
Oui, effectivement. Entité, on appelle aussi des âmes perdues. Je vais justement aborder ce sujet-là un petit peu, un peu plus en détail, parce que moi, comme je me suis fait exorciser sans trop comprendre qu'est-ce qui se passait quand je l'ai vécu, j'ai toujours eu un peu d'appréhension, parce que moi, je voyais beaucoup de personnages dans les champs énergétiques, et ces personnages-là, mais évidemment, me questionnaient, parce que je voyais plein de personnages, puis là, ce guérisseur-là me parlait d'entité. Et là, j'essayais de comprendre la différence entre entité et ces mémoires que je percevais, ou ces énergies qui étaient présentes. Puis ça m'a amené donc tout doucement ben, à me mettre à faire de la pratique, sans tout comprendre ce que je faisais, parce que c'est ça qui était la particularité, c'est que j'avais une facilité, mais je comprenais pas ce que je faisais. Et à un moment donné, j'ai donc voulu comprendre ce que je faisais. C'est là que ça m'a amené donc vers la littérature. J'étais dans les librairies ésotériques, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai voulu comprendre. Et la vie est bien faite et j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui avaient donc des phénomènes de possession, des phénomènes de poltergeist. Les phénomènes de poltergeist, c'est par exemple, un enfant peut être devant une télévision, puis la télévision se met à éclater, ou des phénomènes électriques, où des lampes se mettent à s'allumer, à se refermer, etc. Bon, des choses comme ça. Et puis des maisons hantées aussi, j'en ai eu quand même un certain nombre aussi. Et puis à travers ces expériences-là, j'ai eu la chance, à quelque part, de pouvoir approfondir davantage ma compréhension de c'était quoi la différence entre une entité, une forme pensée, par exemple aussi, et ce que moi je percevais comme étant ces personnages dans le champ énergétique. Et ce que j'ai compris, c'est que finalement, quand on parle de ce qu'on appelle une entité, c'est simplement une mémoire, c'est une énergie mémorielle qui est figée dans son espace. C'est-à-dire qu'elle est figée dans son expérience d'une façon plus importante que ce qu'on pourrait appeler une énergie mémorielle ou une phénomène de dissociation, une forme pensée. C'est-à-dire que ces énergies, à quelque part, sont animées d'une conscience plus élevée, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec elles, on peut interagir avec elles et on va constater que l'énergie en question, elle a une densité, une identification à elle-même, à son expérience de vie qui est plus élevée, un peu comme si c'était encore un être humain vivant. Et quand on rencontre un être humain vivant, physique, terrestre, on peut pas faire ce qu'on veut avec. Alors, dans ce monde subtil-là, la particularité, c'est que dans ma pratique à moi, j'ai développé donc la pleine conscience intuitive qui combine lecture intuitive, déprogrammation et soins. Donc, quand il s'agit de faire une lecture intuitive, c'est de discuter avec le personnage. Je discute avec les personnages qui animent mon champ énergétique ou celui d'un partenaire. Il peut y avoir plusieurs personnages. Je peux discuter avec chacun d'eux pour comprendre leur raison d'être. Et en discutant avec eux, j'arrive à comprendre la raison d'être de ce qu'ils sont. Et par la suite, la déprogrammation va me permettre de leur demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour que toi, tu te sentes libéré, que tu ne te sens plus prisonnier de l'état émotionnel dans lequel tu es. C'est ça un peu l'idée de la déprogrammation. Et dans le cas des entités, ce que je constatais, c'est que ces énergies sont comme plus denses. Elles sont plus denses, puis elles sont plus imprégnées dans le champ énergétique de la personne. C'est-à-dire que la mémoire semble avoir finalement une emprise énergétique plus importante dans le champ énergétique de la personne. Et évidemment, pourquoi ça arrive, ce genre de situation-là? Ben moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est souvent associé, en tout cas les gens que j'ai rencontrés qui avaient des problèmes comme ça, c'était soit des gens qui étaient beaucoup dans la drogue, donc la cocaïne ou des drogues plus fortes. Des gens, évidemment, qui, pour moi, ces drogues-là vont diminuer leurs frontières psychiques, leurs frontières physiques aussi. Donc, c'est des gens, quelque part, qui ont plus de fragilité au niveau de leurs frontières. Ça, c'est des choses qui vont se produire. Des chocs émotionnels importants. Par exemple, quelqu'un qui aurait été, je vous donne un exemple, parce que j'ai vu ici quelque chose que j'ai rencontré dans ma pratique, là, quelqu'un qui avait qui s'était fait violer quand elle était enfant à répétition. Et évidemment, cette personne-là, quelque part, ben, quand on vit un traumatisme comme cela et qu'on est un enfant, on n'est comme pas capable de se donner, de prendre conscience de ça. C'est comme quelque chose qu'on n'est pas capable même de conscientiser. Ça fait pas partie de notre capacité à donner un sens à tout ça, puis à comprendre ce qui se passe. Donc, on le reste à un niveau inconscient. Et cette personne-là, donc, avait des phénomènes dans son cas, c'est une maison hantée qui est associée à ça. Donc, vous voyez que ça, c'était quelque chose qu'on peut également retrouver assez fréquemment. Puis, l'autre chose qu'on constate, c'est que quand on commence à interagir avec ces personnes-là, on comprend effectivement qu'il y a un troisième élément qui touche l'aspect de la possession, qui touche vraiment cette notion de quand moi, mon identité est faible, je peux m'identifier à des énergies quelque part qui ne sont pas des entités. Ce sont simplement quelque part des concepts psychiques qui sont en moi. Je vous donne l'exemple d'une personne qui était donc suivie par un psychiatre, qui était donc très droguée et qui était convaincue, elle, d'être possédée par Hitler.
Et elle était pas vraiment possédée par Hitler, elle était simplement, elle avait simplement vécu une situation où son frère était mort dans une église, et parce qu'il était mort dans une église, ben cette personne-là quelque part, ben elle était devenue est en colère très fortement, bien sûr, mais était comme pas capable d'habiter cette colère-là et de l'assumer. C'est quelqu'un qui avait pris beaucoup de drogue, etc. Et finalement, comme il n'était pas capable d'assumer sa colère, c'était finalement une énergie qui avait pris forme en lui, qui était ce que lui appelait Hitler. Pourquoi Hitler? Ben parce que son frère était mort dans une église et qu'il lui avait fait la connexion entre église et juif. Et dans ce sens-là, ben et Église, et il avait donc convenu que à chaque fois qu'il entendait qu'il se retrouvait proche d'une église, ben ça le remémorait en question sa colère, et ça le ramenait donc avec cette idée que Hitler était présent en lui, qu'il voulait tuer tous les Juifs, etc. Mais finalement, c'était simplement une incapacité d'assumer son émotion de colère qui faisait que ce phénomène-là se produisait. Donc, pour la question que Isa me posait, comme on les appelle aussi des âmes perdues, justement, c'est que là, on tombe quelque part dans un sujet un peu controversé, bien sûr, mais il faut comprendre une chose, c'est que quand on parle d'entité, c'est une multitude de choses dont on parle. Quand on parle d'âme perdue, c'est une multitude de choses dont on parle. Et le terme âme est encore là quelque chose qui est toujours très sensible. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Alors, c'est là quelque part qu'on tombe dans la croyance, on tombe dans une espèce de brouhaha de complexité parce que chaque être humain a une façon de voir les choses, de comprendre les choses, etc. Et le langage humain est limité. Donc, souvent, quelque part, on peut se laisser prendre dans tous ces mécanismes-là. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est que moi, j'ai souvent aimé ça appeler la mémoire. Pourquoi? Parce que dans le livre Le Messager, d'ailleurs, dont vous faisiez référence, je pense que dans ce livre-là, il y a beaucoup question de ce concept de la mémoire. Et qu'est-ce que c'est que la mémoire, finalement? C'est que la conscience, lorsqu'elle est mise au monde, hein, lorsqu'elle existe, elle demeure vibratoirement existante. Et que tant et son temps qu'elle existe, ben, elle est animée par une forme. Alors, quand on est un intuitif, on peut donc voir la mémoire sous une forme X, Y, Z. Comme si moi, je me mets en relation avec l'enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné, qui est en moi, ben, je vais constater qu'il y a un Sylvain qui a 5 ans, qui s'est senti abandonné, qui est encore présent en moi. Si j'ai pas fait un travail d'harmonisation avec lui, ben, il va être encore présent en moi. OK? Et puis, si je veux me mettre en relation avec lui, ben, il va quand même, je peux me relier à lui, même si j'ai fait ce travail-là. Vous comprenez? C'est que on est toujours, finalement, on est toujours appelé à se reconnecter avec le concept le concept de la mémoire qui existe en nous, qui existe chez un partenaire, etc. C'est quelque chose qu'on peut facilement raviver. Tout comme les personnes décédées. Hein, quand une personne est décédée, elle est morte. Sauf que quand je me mets en relation avec cette personne-là dans un travail intuitif, je peux me mettre en relation avec elle. Est-ce que je me mets en relation avec son âme? Est-ce que je me mets en relation avec cette personne-là qui est décédée maintenant, mais qui est toujours vivante à quelque part dans le monde subtil? Ou est-ce que je me mets en contact avec la mémoire qui anime cette personne-là? Et cette mémoire-là peut-elle être plusieurs expressions d'elle-même? C'est-à-dire que je peux me connecter avec la personne décédée qui a donc une certaine type d'expérience, mais je peux me mettre en relation avec cette même personne-là à un autre niveau d'expérience, et ainsi de suite. Je ne sais pas, je suis en train de vous perdre quand je vous parle de ça, mais c'est ça un peu la multiconscience. La multiconscience, c'est cette idée, justement, que qu'on a tendance, nous, en tant qu'êtres humains terrestres, de croire que le monde subtil est fait comme nous, est fait comme le monde humain. C'est-à-dire qu'un Sylvain Bélanger. Alors que quand on rentre dans le monde subtil, on se rend compte que le Sylvain Bélanger que je suis, ben, est animé par plusieurs états de conscience qui sont en lui, et ces états de conscience-là peuvent être également donc associés à des expériences de son enfance, à des résonances avec des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies. Donc, on commence à comprendre que c'est une espèce d'enchevêtrement d'informations qui se retrouve dans le monde subtil. Et cet enchevêtrement-là, ben, de quelle façon qu'on va pouvoir arriver à le comprendre, à le cerner, c'est simplement en y allant avec une certaine méthodologie que je vais vous présenter qui reflète assez bien, donc, de toute façon, la pratique de la pleine conscience intuitive. Donc, on pourrait dire que il y a deux types de mémoire principalement. La mémoire limitative, qui est une mémoire qui a tendance à se figer et qui a tendance à chercher à se répéter. À répéter dans le sens que si moi, à l'âge de 5 ans, je me suis senti abandonné, ben, je vais chercher à répéter des expériences d'abandon pour rester en vie. Donc, la mémoire reste vivante parce qu'elle revit une expérience qu'elle a déjà vécue. Et si cette mémoire-là résonne avec moi pour vivre, ben, elle va résonner avec quoi? Ben, elle va résonner avec toute expérience d'abandon que j'ai vécue également. Donc, vous comprenez quelque part qu'il y a tout ce phénomène-là
qui va faire que la mémoire limitative ne meurt jamais, parce que cette mémoire-là, finalement, elle va se greffer avec des expériences d'êtres humains terrestres qui, eux, vivent des expériences similaires à ce qu'eux ont vécu. Et c'est de cette façon-là, évidemment, que la mémoire se reproduit, puis elle demeure finalement vibratoirement vivante, et que nous, en tant qu'intuitifs, ben, on va se trouver à constater que ces mémoires-là sont là, puis qu'effectivement, elles sont multiples, puis il y a de multiples résonances qui font qu'elles existent. Et dans ce sens-là, c'est un peu comme si la mémoire de l'humanité, ben, elle devenait tellement vaste et tellement importante qu'elle prenait toute la place, et que nous, en tant qu'êtres humains, qui souhaitons retrouver notre position de verticalité, c'est-à-dire cette position d'être évolué, ben c'est plus difficile parce que quelque part on est constamment attaqué entre guillemets par évidemment ou réveillé par exemple par des mémoires qui vont réveiller des aspects d'une même plus instinctifs. Par exemple le sentiment d'abandon. Ben si j'ai une expérience d'abandon, ben il y a des mémoires familiales qui peuvent résonner avec moi, des mémoires d'autres vies qui peuvent résonner avec moi, des rencontres avec des êtres humains qui peuvent finalement nourrir ça aussi. Donc vous comprendrez quelque part qu'on tombe dans une espèce de trame quelque part qui est renfermée sur nous-mêmes et qui font qu'on n'arrive pas à évoluer. Alors, quelle est la solution à tout ça? Et c'est là, évidemment, qu'on comprend, évidemment, ce qu'est la mémoire expansive. La mémoire expansive, c'est une énergie mémorielle qui est figée au départ, à qui on va donner tout ce qui est nécessaire pour qu'elle sorte de cette dimension figée, qu'elle devienne de moins en moins figée, qu'elle devienne de plus en plus capable d'évoluer, de changer. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que mes mémoires de mon histoire personnelle, ben, je vais leur donner tout ce dont elles ont besoin pour se libérer de leur programmation. Les mémoires familiales, je vais leur donner tout ce dont ils ont besoin pour ne plus être en train de raisonner avec leur expérience qu'ils ont vécue. Mémoire d'autres vies, même chose. Et c'est de cette façon-là, évidemment, qu'on va élargir notre champ de conscience et qu'on va se permettre de se réapproprier, en fin de compte, notre énergie vitale, parce qu'on va être de moins en moins éloigné de nous-mêmes, parce qu'on va faire la paix avec qui nous sommes, et c'est de cette façon qu'on va retrouver cette fameuse position d'aliment qu'on recherche tous. Est-ce que vous me comprenez par rapport à ça, ce que j'ai perdu ou pas du tout, ou vous me suivez pleinement, parfaitement? Alors, c'est un peu comme face aux personnes décédées. Hein, quand on parle de personnes décédées, on peut très bien concevoir qu'une personne décédée, c'est moi qui est décédé, donc il y a un Sylvain décédé, alors que finalement, quand on rentre dans le monde subtil, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plusieurs états de conscience de Sylvain qui est décédé, et chacun de ces états de conscience-là est animé par une certaine conscience qui lui est propre. Et c'est ça, quelque part, qui peut être confondant, hein, parce que nous, on est habitués à voir le monde terrestre tel qu'on l'on voit. Alors, le monde subtil nous apparaît un peu comme surprenant quand on se met à envisager ces choses-là. Mais c'est comme ça qu'on arrive justement à comprendre que la multiconscience, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité qu'on a finalement dans ce monde subtil-là d'être un peu partout à la fois, puis d'être dans plusieurs expressions de qui nous sommes. Et des fois, ça peut être confondant, mais plus on apprend justement à comprendre cette réalité-là, plus ça devient intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre de quelle façon qu'on peut chercher à faire un travail sur soi. Parce que le travail sur soi, ben, consiste à retrouver cette fameuse unité. Est-ce qu'il y a des questions que vous auriez à me dire par rapport à ça ou des commentaires? J'aimerais juste avoir une personne qui me dise que c'est clair, au moins pour que je sache que je ne vous ai pas perdu. Donc, Charlotte qui me dit c'est parce que ça relève du quantique. C'est un autre terme à la mode également. Mais c'est sûr que avant que le quantique existe, il y avait quelque part l'ésotérisme qui venait amener des hypothèses ou un regard sur la vie qui était finalement assez disjoncté puis qui était rendu, c'est ésotérique, ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, le quantique, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il lui apporte un autre regard sur cette réalité-là qu'on percevait comme étant ésotérique, qu'on percevait comme étant pas sérieuse, etc. Et qu'aujourd'hui, la quantique vient nous expliquer des choses. Nous expliquer des choses qui font que finalement, on comprend que, par exemple, l'aura, en quelque part, ben, c'est quelque chose qui émane de nos cellules. Donc, déjà, en partant, c'est quelque chose d'intéressant. Si ça émane de nos cellules, on peut penser que les gènes qui sont dans notre code ADN, ben, quelque part, aussi dégagent de l'information. Et ces informations-là peuvent être observables par l'intuition, par des personnages, par des événements familiaux, de d'autres vies, etc. Et qui nous font comprendre, quelque part, que on est donc un être de lumière, en fin de compte. Cet être de lumière, ben, est porteur d'une conscience, et cette conscience-là, ben, elle est en permanent mouvement.
Alors moi, je vois un être physique devant moi, mais cet être humain physique-là que je vois devant moi n'est pas un être vibratoirement, hein, c'est-à-dire je vois un être fait de chair et d'os. Sauf que dans le monde subtil, et c'est là que le quantique devient intéressant, le monde subtil nous fait comprendre que justement, dans l'univers quantique met en évidence qu'il y a une forme de subtilité, d'univers subtil qui n'est pas visible à l'œil nu et qui existe dans l'humanité et qui existe dans l'univers, en fin de compte. Et que dans ce sens-là, ben, moi, en tant qu'être humain, ben, je suis fait de chair et d'os, sauf que dans cet univers quantique-là, je suis fait de lumière, je suis fait d'énergie, et que ces énergies-là, bien évidemment, sont porteuses d'un certain nombre d'informations. Et ces informations elles peuvent se traduire, dans le cas d'un intuitif, par des images, des sensations et des mots, qui vont nous permettre de comprendre, à quelque part, qu'un être humain est porteur de bagages, pourrait-on dire, qui ne lui appartiennent pas. Ça appartient à qui? Ben, ça appartient à lui, oui, mais ça appartient également à toutes ces résonances qui peuvent exister avec ces histoires, avec les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies. Et que plus on apprend à devenir conscient de tout ça, mais plus on apprend justement à être capable de se dégager de tout ça pour retrouver une position d'alignement. La position d'alignement qui nous permet de retrouver notre essence fondamentale, notre humanité, en quelque sorte. Puisque cette humanité-là, c'est l'être dans son évolution. Alors que l'être qui se retrouve dans l'histoire de l'humanité n'est pas l'être dans son évolution, c'est l'être finalement qui a vécu et qui a vécu la souffrance surtout. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui nous relie à l'histoire de l'humanité, c'est souvent évidemment la souffrance. Évidemment, c'est ça qui va nous faire fragiliser. Ainsi, j'ai de la douleur, de la colère, de la frustration, du mécontentement. Bien évidemment, je vais devenir plus fragilisé. Ma conscience va être à quelque part plus sensible. Et c'est là, quelque part, que ces phénomènes de résonance vont s'effectuer et qui vont faire que moi, je vais devenir de plus en plus pollué par justement la souffrance qui est en moi, qui va générer des résonances avec d'autres souffrances, qui vont amplifier ma souffrance et qui vont me garder dans une position où je vais perdre de plus en plus fortement mon identité. Et c'est comme ça que le processus va prendre forme et qui va finalement nous amener à être complètement éloigné de qui on est. Puis quand on regarde la société dans laquelle on est présentement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et qu'est-ce qui fonctionne pas? C'est quelque part, ce que je dirais ça comme ceci, c'est la tension qui existe entre l'être humain qui est devenu de plus en plus conscient que l'histoire de l'humanité nous amène vers la destruction, on va dire ça comme ceci. Puis en même temps, de l'autre côté, l'être humain qui évolue, qui conscientise de plus en plus clairement, grâce aux réseaux sociaux entre autres, hein, on est de plus en plus capable d'accéder à un regard plus global des choses qui font qu'on se dit, mais non, ça n'a pas de bon sens. Donc, il y a des gens qui continuent à croire effectivement beaucoup à une certaine direction qui correspond finalement à tout ce qui a été jusqu'à maintenant, puis on continue ce chemin-là, puis on ne le remet pas en question, mais il y a commence à avoir une certaine collectivité qui remet en question les choses parce que elle reconnaît quelque part que toute cette histoire de l'humanité, finalement, ben, à quelque part, elle est une répétition. Et que cette répétition, si on ne fait que simplement la répéter, ben, on se dirige dans une certaine direction. Et que l'être humain qui s'éveille, ben, il se rend compte que il nous faut maintenant envisager la vie avec des yeux différents. Et ça, c'est une marque d'évolution, pourrait-on dire. Et c'est cette marque d'évolution qui nous amène progressivement vers l'élargissement de notre conscience. Et pour moi, le quantique, toute la science quantique, à quelque part, qui commence à prendre forme d'une façon de plus en plus sérieuse. J'ajouterais les recherches en neurosciences aussi qui amènent certainement une réflexion plus vaste sur la compréhension de comment l'être humain fonctionne. J'ajouterais même l'intelligence artificielle qui nous amène, encore une fois, à nous poser un regard sur notre relation avec notre cerveau, puis notre relation avec l'observateur de qui on est, c'est-à-dire que plus je conscientise que je suis un humain, plus je suis capable d'éveiller en moi les vertus humaines qui sont en moi et de me libérer de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle, de me libérer quelque part des programmations qui existent depuis le début des temps, qui sont reliées aux systèmes sociaux, aux politiques, etc., qui limitent l'être humain dans son développement et on commence à contester ça. Et c'est ça un peu l'éveil qui est en train de prendre forme à ce moment-ci et qui indique bien quelque part que l'être humain a envie de se sortir de ce fameux plafond de conscience, à quelque part qu'on retrouve dans le livre Le Messager, et qui nous donne accès justement progressivement donc à cette idée de pouvoir changer un peu cet univers-là. Et de quelle façon qu'on peut arriver donc à changer cette relation qu'on a avec la mémoire? Bien évidemment, c'est d'abord avant tout en développant une position de témoin. Le témoin, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que moi j'ai en tant qu'être humain
de commencer à prendre conscience que j'ai un corps physique et que dans ce corps physique-là, il y a de la vie qui circule en lui et que cette vie-là, ben, elle est animée par de l'énergie et elle est animée aussi par une conscience. Et que plus j'apprends à porter mon attention vers cette énergie animée par la conscience, et plus je commence à constater que mon cerveau a une conscience de moi-même, mais que mon corps a une conscience de moi-même qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus vaste. Et que plus j'apprends à reconnaître cette réalité-là, ben plus j'apprends justement à établir une communication avec ce qui anime l'être que je suis. Et ça me permet donc de constater que l'énergie qui circule en moi, ben, quelque part, est animée par une conscience et que je peux discuter avec elle. Et c'est là que j'arrive à comprendre que plus je discute avec cette conscience-là, plus elle me donne de la connaissance de moi-même, elle me rend capable d'avoir une vision plus globale de qui je suis et capable de mieux comprendre les failles qui peuvent être en moi et de quelle façon que je peux les résoudre. Donc, il y a une connaissance de soi que ça permet de faire que la pratique intuitive. Puis ensuite, bien évidemment, la déprogrammation va me permettre justement de reconnaître que moi, j'ai un pouvoir par mon pouvoir de l'intention de créer par l'imaginaire, avec l'imaginaire, tout ce dont j'ai besoin pour me transformer ou pour transformer notre être humain. C'est là que je prends conscience que mon imagination n'est pas quelque chose que j'imagine, c'est un véhicule et ce véhicule-là me permet de créer de l'information que je peux transmettre à mon corps, transmettre à celui de mon partenaire. Et cette information, ben, par exemple, si une mémoire me dit qu'elle a besoin de douceur, ben moi, je peux très bien lui envoyer de la douceur parce que je peux créer une information de douceur et je peux lui envoyer la douceur. Et l'intérêt, évidemment, de faire ça, c'est de constater de quelle façon que l'énergie en question va recevoir la douceur que je lui envoie. C'est ça qui va me permettre de constater quelque part qu'il y a donc une transformation possible qui peut se manifester et qui va m'amener donc vers les soins. Et les soins, bien évidemment, qu'est-ce qui est intéressant dans cette idée des soins, c'est que chacun de ces personnages qui sont dans mon champ énergétique, ben, sont animés par, c'est un peu comme un petit Sylvain, par exemple, qui a 5 ans, ben, le petit Sylvain qui a 5 ans, qui se sent abandonné, ben, est animé par cette chakra. Donc, je peux très bien interagir sur lui en établissant un équilibre de ces chakras, comme on a vu dans les 2 premiers événements. Donc, on peut appliquer les techniques qu'on a vues dans les 2 premiers événements sur les chakras dans ce contexte de personnages qu'on perçoit dans notre champ énergétique, dans l'objectif, évidemment, de rétablir un sentiment d'union et de rétablissement pour que, justement, les mémoires qui sont en moi, ben, soient de moins en moins dissociées. Parce que l'objectif de ça, c'est que l'idée que moi, je sois de moins en moins dissocié, ça veut donc dire que ma personnalité devient de plus en plus cohérente, de plus en plus en harmonie avec qui je suis. Alors que quand on est en conflit avec nous-mêmes, ben ce conflit-là fait que je suis obligé de mentir, je suis obligé de manipuler, je suis obligé à quelque part de trahir, je suis obligé de faire plein de choses finalement qui m'éloignent de la qualité relationnelle que tout être humain voudrait développer véritablement au fond de lui-même. On s'éloigne de ça parce qu'on n'a pas d'autre solution, parce que le conflit qu'on a dans nous, on n'a pas de moyen de le régler. Donc, on est obligé quelque part de se décevoir finalement. Et c'est ça qui va entraîner donc un petit peu tout ce processus de résonance, parce que plus je me déçois, plus je m'éloigne, c'est ça qui va m'amener vers l'épuisement progressivement, c'est ça qui va m'amener à être de moins en moins capable de rétablir l'équilibre en moi. Et plus je perds cet équilibre-là, mais plus évidemment, je développe des comportements psychologiques, émotionnels, énergétiques, spirituels, qui vont être de moins en moins en accord avec la nature profonde de qui je suis, et qui va faire que je vais perdre de plus en plus de cette humanité-là. Est-ce qu'il y aurait des questions concernant ce que je viens de vous dire, concernant ces étapes-là que je viens de vous parler? Il y a Charlotte qui m'avait dit que c'était clair, donc j'étais rassuré un peu. Elle me dit que c'est très clair, super intéressant par rapport au contenu qui avait été dit. Je vous demandais d'avoir du feedback. Est-ce qu'il y a des questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été dit par rapport à ce que je vous ai raconté? Donc, je vais peut-être avoir un petit commentaire, si vous le disiez bien, me faire savoir ça par chat ou bien si vous prenez le micro. J'ai une petite interaction. Merci, Joanne. C'est clair et c'est dense pour Marie-Hélène. Oui, ben oui, sans doute que c'est dense, mais bon, j'espère que c'est surtout clair. En fin de compte, que dense, ça peut être un élément positif, ça peut être aussi un élément négatif, ça dépend. La densité, c'est quelque chose qui se digère à petite gorgée, comme on dit, et l'avantage, c'est que c'est enregistré. Donc, l'avantage pour vous, c'est de savoir que
vous allez pouvoir assister au replay si vous le souhaitez pour aller chercher une information plus importante. Voilà. C'est clair pour Valérie également. Bon, OK. C'est bien, mais je vous remercie de vos retours. Alors, là, évidemment, ce que j'avais envie de faire avec vous maintenant, c'est de passer à l'étape là, de faire des petites démonstrations pour vous montrer un petit peu comment ça se passe concernant cette fameuse multiconscience. Alors, évidemment, la multiconscience, ça peut prendre plusieurs formes. Hein, c'est-à-dire que, je l'ai dit, ça peut être mon histoire personnelle, ça peut être des mémoires familiales, ça peut être des mémoires d'autres vies. On pourrait même inclure la notion de guide là-dedans, parce que les guides peuvent interagir. On n'a pas nécessairement le contrôle sur ce qui peut se passer, donc des guides peuvent intervenir aussi, qui peuvent être finalement des soutiens ou des supports permettant de faire un travail plus en profondeur sur les mémoires. Il y a le concept des personnes décédées. Bon, il y a plein de choses là-dedans. Vous voyez que la partie de la pleine conscience intuitive ouvre la porte à un univers très, très vaste dans lequel on reconnaît qu'il y a de l'information. Donc, l'information, elle peut prendre diverses formes, mais c'est toujours la même chose, c'est de l'information. Et de l'information, comment va-t-on l'aborder? C'est par une description de ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, de questionner l'information, comprendre sa raison d'être, ensuite la déprogrammer dans la mesure du possible pour la libérer, et ensuite, bien évidemment, faire un soin pour rétablir l'équilibre, pour qu'il y ait ensuite une réunification possible qui soit faite. C'est toujours un peu le même concept qu'on va chercher à établir. Est-ce que quelqu'un qui aurait envie qu'on commence, tu veux bien? Donc, ça, c'est Valérie qui me dit ça. D'accord, donc on va commencer avec Valérie, qui est la première personne qui s'est présentée. Est-ce que Valérie, tu as un thème particulier que tu aurais voulu qu'on regarde? Le travail. D'accord. Alors, évidemment, là, ce qu'on va faire, c'est que comment va-t-on procéder? Je pense que vous l'avez vu peut-être dans le deuxième événement qu'on pouvait donc travailler avec les chakras et tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en relation avec Valérie et avec le thème du travail et je vais voir qu'est-ce qui va apparaître au niveau des niveaux de conscience, des états de conscience qui peuvent être présents associés à ça pour Valérie. Puis on va partir de là, on va voir avec Valérie de quelle façon ça lui parle. Alors, comment fait-on ça? C'est que j'utilise mon imaginaire pour me connecter avec Valérie et il y a donc une représentation de Valérie qui apparaît dans le véhicule imaginaire, hein, dans ma connexion avec elle. Et à ce moment-là, il y a donc des informations qui vont ressortir de ça. Et c'est comme ça que moi, je peux interagir avec l'information puis avoir donc un message à lui donner de départ. Ça, Valérie, la première chose que je vais te dire, on va regarder ça ensemble, c'est que au niveau de ta tête, au niveau de chakra frontal plus particulièrement, il y a donc une énergie qui est en désaccord avec toi. Alors, quand je dis qu'elle est en désaccord avec toi, c'est un peu comme si elle te dirait, t'es une menteuse. OK? Alors, faut pas prendre ça personnel. Moi, je te dis qu'est-ce qui vient. Alors, l'idée d'être une menteuse, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quelque part que, tu sais, c'est un peu comme si toi, tu avais une certaine sensibilité. Alors, ta sensibilité fait que tu es ce que tu es. Maintenant, dans ce qu'on voit dans cette énergie-là qui est présente dans ta tête, quand elle te dit que tu es une menteuse, c'est un peu comme si elle te disait, ben, ta sensibilité, je m'en fous. Tu es une menteuse, ce que tu racontes, c'est pas vrai, ton ressenti est pas juste, tu captes des choses, mais ça n'a pas d'allure. Tu vois, des fois, dans un travail, on peut, par exemple, ressentir des choses, on peut sentir qu'une personne, par exemple, euh, elle n'est pas honnête avec nous. On peut sentir des choses, tu vois. Et le ressenti qu'on peut avoir, mais peut se justifier aussi par des choses qu'on observe dans la vie, de la situation, dans le travail dans lequel on est. Et pour moi, dans le cas de toi, dans ton cas, Valérie, ce que je sens de ça, c'est que ça provient de l'enfance aussi. C'est-à-dire que cette façon qu'on a de pas te reconnaître, de pas te valoriser de ta sensibilité, provient de ton enfance. Et c'est ça un peu qu'on sent. Comme si, quelque part, ce mécanisme-là faisait que toi, tu manquais de confiance à ta propre capacité à te donner la permission d'assumer véritablement ce que tu ressens. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Tout à fait. Oui. Oui. Alors, là, évidemment, ça, c'est le constat. Le constat, c'est un petit peu comme j'observe qu'est-ce qui est là. Et ce qui est particulier, c'est que l'énergie de ta tête, elle est contre toi. Alors, pourquoi je dis qu'elle est contre toi? Ça touche un peu cette notion de santé. Quand on pense au système immunitaire, puis on pense aux réactions auto-immunes. Si les réactions auto-immunes,
c'est que mon corps devrait être avec moi, il devrait faire équipe avec moi. Et quand on perçoit une énergie qui est comme ça laisse croire qu'au niveau de ton cerveau, c'est un peu comme s'il y avait une forme d'inflammation, puis que ton cerveau, quelque part, est en conflit entre la femme qui reconnaît qu'elle a une certaine sagesse, une certaine intelligence, une certaine perspicacité, une certaine compréhension des choses, puis quelque part cette espèce d'impression qu'elle n'a pas le droit d'avoir ça. Et comme elle n'a pas le droit d'avoir ça, mais c'est un peu comme si cette mémoire-là que je viens de décrire, ben, elle est contre toi. Donc, c'est un peu comme si toi, toute seule, même si on ne parle pas de l'extérieur, de ton environnement extérieur, tu as cette espèce de conflit avec toi-même. Et ce conflit-là, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quelqu'un qui va raisonner avec ce sentiment-là, puis il va faire qu'il va y avoir, comme à ce moment-là, une amplification de ce conflit-là qui va faire que toi, bien évidemment, tu as l'impression de ne pas être reconnu, de ne pas être entendu, de mettre de l'énergie, puis finalement, de ne pas être valorisé dans l'énergie que tu mets. Tu me comprends? Oui. OK. Donc là, on va faire à l'étape suivante, c'est donc de tenter de faire un travail de déprogrammation, voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Alors, comment va-t-on faire ça? Mais évidemment, je m'adresse donc à l'énergie qui se trouve dans ta tête, avec laquelle tu es en conflit, là, qui semble être en désaccord avec toi, et je vais lui demander qu'est-ce que je peux faire pour l'aider pour remédier un peu à ce qui est là. Tu vois, là, évidemment, je fais une caricature, hein, je te dis pas que ce sont c'est des vérités que je te raconte, mais c'est des réactions que j'aimerais te parler, parce que les réactions, c'est intéressant. Quand on parle de ces énergies-là, ces états de conscience-là, elles ont une autonomie. Alors, quand je m'adresse à cette énergie-là et je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, la première chose qu'elle fait, puis c'est exagéré, c'est elle dit, ben, moi, je veux qu'elle meure, tu vois, je veux qu'elle meure. Et pourquoi elle dit ça? Parce que quelque part, tu as un caractère, toi. Et ce caractère-là, quelque part, c'est une forcenée. Tu es capable t'es capable de tenir tête, voilà. Tu es capable de tenir tête. Et c'est ça, quelque part, que je pense que depuis que tu es jeune, tu t'es battu, toi, toute ta vie, pour tenir tête à des gens. Et comme tu as appris à faire ça, mais c'est devenu naturel pour toi de le faire. C'est un peu comme si tu disais, ben, pourquoi je me lève le matin? Ben, c'est pour me battre. Mais pourquoi tu as besoin de te battre chaque matin? Mais parce que c'est ça que j'ai connu. C'est ça. C'est un peu naturel. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à me battre, puis c'est comme ça que je sens que j'existe, puis c'est comme ça que je sens que les gens me voient, puis me reconnaissent. Puis, tu vois, c'est devenu un mécanisme, quelque part, de fonctionnement. Et ce mécanisme de fonctionnement-là, bien évidemment, te met dans une position où, à un moment donné, dans les règles de tantôt, je parlais des perturbations, tu vois, je te parlais de l'équilibre des aliments hyper, hypo, ensuite on va vers l'épuisement. Ben, c'est sûr, toi, Valérie, que tu te diriges vers l'épuisement. Pourquoi je dis ça? Ben, parce que, à force de te battre, de te débattre constamment, ben, à un moment donné, tu vas te fatiguer, tu vas être épuisé, tu vas plus être capable de le faire, parce que finalement, tu vas devoir finalement envisager d'autres scénarios, tu vois. Et c'est ça, quelque part, qu'on va chercher maintenant à mettre en application. Mais tu me suis toujours, ça va? Oui, tout à fait. Oui, okay. Je reviens avec la position, donc la question pour la déprogrammation, puisqu'elle n'a pas été répondue, quoique elle m'a dit qu'elle voulait que tu meurs. Donc, je pourrais toujours envoyer cette information-là, effectivement, pour voir comment elle réagit. Donc, ça va être comme ça qu'on pourrait procéder. Tu vois, ce qui est intéressant dans cette idée-là que je viens de faire, c'est qu'on voit comme si tu te déshabillais dans la scène. Tu te déshabillais pas par des vêtements, mais plus déshabillé au niveau même de ta vibration. Un peu comme si tu quittais des états de conscience pour accéder à d'autres états de conscience et on voit apparaître comme ta mère. C'est comme ça que moi je le verrais. Comme ça, quelque part, ta mère, il y a quelque chose chez elle d'orgueilleux. Tu vois, comme ça, je vais te le décrire. D'orgueilleux comme quelqu'un qui veut pas donner raison à quelqu'un d'autre. Parce qu'à quelque part, elle a de l'orgueil, puis elle veut donc contenir, elle veut garder le contrôle, donc elle est prête à mentir même pour contenir quelqu'un. Un peu comme si c'était toi qui arriverais avec ta perspicacité et tu pourrais dire des choses qui pourraient la mettre dans une situation un petit peu confuse, un petit peu difficile pour te répondre, mais pour te taire, elle pourrait quelque part te dire, par exemple, n'importe quoi, pour essayer de te faire taire, parce que pour avoir le dernier mot, etc., etc. Et que c'est comme si je sentais qu'elle était désolée de ça. Toi, dans la scène, c'est comme ça que je le percevrais.
parce que à quelque part, elle se rend compte finalement qu'elle-même, elle s'est éloignée de qui elle était, parce qu'à quelque part, c'est quelqu'un qui a une certaine volonté, d'une certaine forme d'honnêteté avec elle-même, face au regard des autres, face à la vie. Elle avait une envie d'avoir une forme d'authenticité, pourrait-on dire. Puis que quelque part, elle n'a pas été capable d'assumer cette authenticité-là parce qu'il fallait sauver la face. Comme si toute sa vie, elle était un peu comme sauver la face, essayer de préserver quelque part une image qui lui donnait l'impression que on allait lui donner une certaine forme de reconnaissance parce que justement, elle perdait pas la face, elle se laissait pas faire, elle avait toujours le dernier mot, tu vois, quelque chose de cet ordre-là, tu vois. Je sais pas si tu me suis par rapport à ça. Tout à fait, oui. Maman, elle portait la culotte à la maison, donc c'est elle qui dirigeait. Ok, ok. Tu sais, puis ta mère, quand je lui demande qu'est-ce qu'elle a besoin, c'est vraiment une forme, c'est de l'amour qu'elle demande. Tu sais. Puis quand je lui donne de l'amour, il y a vraiment une transformation qui se fait dans la perception de cette femme-là. Et elle entraîne à quelque part en toi comme une espèce de, encore, c'est comme quelque chose, comme se réapproprier quelque chose, mais très, très lointain. Comme si à quelque part, il y avait en toi une femme qui s'aime énormément, on va dire ça comme ça. Et cette femme qui s'aime énormément, elle avait souvent été perçue comme étant quelqu'un à casser. Tu vois, comme quelqu'un qui s'aime énormément, ben faut la casser parce que si on la laisse se construire comme ça, elle va à la grosse tête, elle va s'imaginer qu'elle est mieux que tout le monde, et donc il faut la casser, il faut vraiment la casser. Puisque c'est comme ça qu'on va arriver à l'éduquer, cet enfant-là. Tu vois, c'est un peu comme ça que je perçois ça. Puis, en même temps que je dis ça, c'est un peu comme si je sentais que, en tantôt, il y a une certaine réorganisation qui s'effectuait, dans laquelle tu te reconnaissais, justement, que tu avais effectivement une certaine sensibilité, une certaine intelligence, une certaine lumière, une certaine couleur. Pour moi, ça touche le panache. Tu sais, si on vient au niveau professionnel, le panache, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est lumineux, qui est un leader, qui a donc une certaine capacité de prendre des décisions, de prendre la place qui lui revient, de faire qu'est-ce qui doit être fait pour qu'elle puisse s'épanouir et que tout le monde la regarde et dit waouh, cette fille-là elle est vraiment un leader, puis je comprends pas comment c'est qu'on l'avait pas vue avant, puis comment elle est extraordinaire. Je suis tellement content d'être au service de cette personne-là. Tu vois, il y a vraiment une forme de reconnaissance qui s'effectue. Et cette reconnaissance-là, elle repose justement sur le principe je ne m'obstine pas avec quelqu'un, je me reconnais le droit d'être quelqu'un, tu vois, d'être quelqu'un qui est moi. J'ai pas à m'obstiner avec quelqu'un, j'aime me reconnaître. Et parce que je me reconnais, ben, quelque part, cette forme de rayonnement que je suis va m'amener à quelque part vers l'expression d'un épanouissement professionnel. Parce que quelque part, les gens qui voudraient quelque part essayer de me ternir vont se ternir par la même occasion. C'est-à-dire que c'est eux quelque part qui vont perdre de la crédibilité, puis que moi, ben, je vais en gagner. Parce que justement, je vais comprendre quelque part que j'ai pas à me faire valoir d'eux. Parce que j'ai à me faire valoir vers les gens qui ont de l'importance, qui ont de la valeur, qui m'apportent justement l'opportunité de pouvoir m'épanouir. Comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de je dois choisir mes combats, puis mes combats, c'est vers la lumière que je dois aller. C'est pas vers l'ombre. L'ombre, à quelque part, c'est pas intéressant. Des gens qui ont des problèmes d'estime, je ne sais quoi, mais quelque part, ils ont le droit d'avoir des problèmes d'estime. Et moi, j'ai pas à devoir me débattre avec eux. J'ai pas à m'investir avec eux. J'ai à trouver quelque part le voie, le chemin qui va me permettre d'atteindre mon épanouissement lumineux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Tout à fait. Oui. Oui. Puis là, on va faire une dernière petite action concernant donc l'idée de travailler sur les chakras. Puis, je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je pense qu'il y a en toi une personne qui peut apprendre à se faire confiance parce que il y a une sagesse en toi, il y a une forme d'intuition aussi qui est en toi, qui est innée. Et je pense que c'est quelque chose que tu n'as pas apprise à te permettre de reconnaître.
parce que, quelque part, tu as eu souvent tendance à donner de l'importance à l'extérieur, donner plus d'importance à ce que les autres étaient que te donner de l'importance à toi. Et j'ai l'impression que tu es en train d'apprendre justement à te donner, à te donner le droit de prendre pouvoir sur toi-même à ce moment-là. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça. Oui. Oui. Est-ce que tu aurais des questions avant qu'on termine? Non, tu as bien résumé. Oui. Donc, évidemment, c'est sûr que là, c'est comme une petite démonstration, mais quand même, je pense qu'on a complété quelque chose d'assez bien à ce niveau-là. Mais tu comprends, donc c'est ça l'idée, c'est que la mémoire, quelque part, lorsqu'elle est au début, on voit la scène, elle est figée par quelque chose où on pourrait se dire, bon, mon pauvre de toi, t'as une énergie négative qui est sur toi, ton mental, qui t'empêche de fonctionner. Mais tu vois que très rapidement, dès qu'on interagit avec l'énergie, on ne vibre pas justement sur la souffrance qui est là, mais on cherche au contraire à lui donner ce dont elle a besoin. Il y a une transformation et cette transformation permet de dégager les choses et de nous remettre en relation avec le positif, avec l'évolution de la conscience de l'être humain, tu vois. Et c'est ça un peu que je voulais présenter dans l'exemple et ça s'est bien passé. Donc, je te remercie. À moins que tu aies des questions, on va s'arrêter ici, c'est bon? C'est tout bon, je te remercie beaucoup. Bienvenue, merci à toi. Est-ce qu'il y aurait donc une deuxième personne qui aurait voulu qu'on regarde, aimerait participer? C'est Isa qui, j'aimerais participer. Est-ce que tu as un thème que tu aurais voulu regarder? Oui, bonjour. De mon côté, c'est plus le niveau d'énergie. Par cycle, j'ai des niveaux très bas et en ce moment, je suis dans ce cycle-là et je me pose la question, je suis en général une personne assez énergique mais vraiment par cycle et des fois les cycles sont longs et je suis vraiment basse et je me dis, des fois, je m'explique ça comme quoi c'est des tempêtes solaires. Je sais qu'il y a beaucoup de changements électromagnétiques de la Terre aussi qui nous affectent plus ou moins. Et il y a des cycles hormonaux, il y a tellement de choses, mais je me suis toujours posé la question si ça pouvait être justement ce que vous appelez des entités, mais j'ai jamais eu la chance d'explorer ça. OK. Mais tu vois, la première chose que je te dirais, Isa, concernant ta structure énergétique, c'est au niveau c'est au niveau de la gorge que je te dirais ça. Toi, c'est un peu comme, tu sais, je vais faire une caricature en le présentant comme ça, mais comme quand on dit à quelqu'un, tais-toi, je veux pas t'entendre, je veux pas que tu dises quoi que ce soit. Et si tu dis, tu m'intéresses pas, toi, un peu comme quelqu'un finalement qui, lorsqu'elle veut dire quelque chose, on ne tient pas compte d'elle. On ne tient pas compte de ce qu'elle a à communiquer, de ce qu'elle a à dire. Elle n'est pas intéressante. C'est pas qu'elle n'est pas intéressante, hein, c'est que l'impression qu'on a, nous, en tant qu'Isa, c'est de constater effectivement qu'on n'est pas intéressante parce que quand on ouvre la bouche, c'est comme si les gens ne nous écoutaient pas, ne nous reconnaissaient pas, ne nous valorisaient pas. Et j'ai l'impression que ça met en évidence cette notion moi, je dis ça d'une façon caricaturale en disant comme ça donne cette espèce d'impression, tu sais, la victime. La victime, qu'est-ce que c'est? C'est la personne, quelque part, qui subit quelqu'un d'autre. Je suis victime parce que, quelque part, il y a quelqu'un qui m'empêche de communiquer, qui me permet pas de m'exprimer, qui me permet pas de me sentir accueilli, apprécié, mais donc, je me sens un peu comme prisonnière de cette personne-là parce que, quelque part, j'existe pas pour moi. Je suis obligé d'exister pour elle parce que le seul moyen pour moi d'exister, c'est de faire en sorte que cette personne-là m'accepte. Je sais pas si tu me suis par rapport à ça. Oui, tout à fait. C'est difficile des fois de faire justement, de trouver le juste milieu entre être authentique et aussi être accepté. Mm-hmm. Mais je dirais que ou j'essaie, c'est pas le bon mot, mais je fais mon possible, c'est pas le meilleur mot non plus, de pencher vers l'authentique. Mais ce que ça donne comme feedback souvent, c'est d'une façon ou d'une autre que c'est pas nécessairement bien reçu, mais j'essaie, entre guillemets, d'aller par-dessus ça quand même. Mais c'est ça, c'est ma réponse. Ça, je vais te dire l'image qui me vient par rapport à l'état de conscience qui est animé. Ça ressemble un peu à ce que à la personne précédente. Moi, ce que je sens, c'est un peu comme un état de conscience qui est dans ton champ énergétique qui t'en veut. Quand je dis qu'il t'en veut, c'est comme quelqu'un, quelque part, qui, je vais dire ça d'une façon caricaturale, hein, je te dis pas que c'est la vérité ce que je dis, mais c'est comme quelqu'un, en fin de compte, qui te dit, moi, je veux pas t'entendre, je veux pas t'écouter, je veux te dominer, je veux te contrôler, je veux faire ce que je veux avec toi. Puis, à quelque part, je veux pas t'entendre pleurer non plus, puis je veux pas entendre tes commentaires ou quoi que ce soit, bonjour. parce que moi, je veux te dominer. J'aimerais savoir si c'est possible d'avoir un rendez-vous pour un changement de pneus
Et puis aussi peut-être regarder parce que je l'ai fait regarder souvent, on a changé des morceaux parce que Il y a quelqu'un qu'on mon entend, je vais essayer volant de tremble mettre... de temps à autre, pas tout le temps, c'est pas permanent. Je sais pas. Bon, OK. C'est ça, OK. Excusez-moi. Donc, OK. Alors, est-ce que tu es toujours là? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu avais donc à me dire par rapport à ce que je viens de te dire là? Ah, oui, ça résonne, mais des fois, je me dis aussi, c'est peut-être moi-même dans le sens, je permets ça aussi quand même beaucoup. C'est clair que que je vais pas te dire que tu n'es pas responsable, hein, tu es pleinement responsable. Maintenant, pleinement responsable ne veut pas dire être une victime de quelque chose. Ça, être pleinement responsable, c'est de reconnaître que j'ai développé dans ma vie une impression que les autres avaient un certain pouvoir sur moi, OK? Et ce pouvoir-là, évidemment, on peut dire, ben oui, j'ai pris conscience de ça aujourd'hui. Ce qu'on peut arriver à dire aujourd'hui, ben j'ai pris conscience que c'était le cas. Maintenant, c'est là que je deviens responsable véritablement, parce que quand je prends conscience de ça, je me dis, est-ce que j'ai envie de continuer à donner à des gens autour de moi ce pouvoir-là que je leur ai accordé? Si je prends conscience aujourd'hui que je n'ai plus envie de ce genre de relation-là, parce que il faut bien l'admettre, c'est pas une relation acceptable. Moi, ce que je perçois, hein, ça c'est mon point de vue, hein, je te permets de me dire tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais de mon point de vue, c'est pas acceptable ce que je vois là, parce que ça veut dire quelque part que cette personne-là, elle ne contribue pas à te permettre de t'épanouir dans la perception que moi j'ai. Bien sûr que je peux me tromper, hein, mais je te dis ça parce que quelque part, quand on voit des choses comme ça, puis c'est important que toi, tu apprennes à te dire, OK, il y a peut-être en moi quelque chose qui donne du pouvoir aux autres, puis si j'en prends conscience de ça, ben de quelle façon que je peux changer ça? Ben c'est d'arrêter. C'est d'arrêter de donner du pouvoir à ces gens-là. Donc, ça veut dire que tu es obligé, automatiquement, de te réapproprier un certain pouvoir et de te dire, ben moi, tu sais, quand on regarde ton énergie, ce que je sens, c'est la colère qui est là. La colère, c'est je ne trouve pas ça acceptable que quelqu'un se comporte comme ça avec moi. Et là, ça veut donc dire quelque part que dans ces conditions-là, tu te permets de te réapproprier le droit d'exister. Sauf que quand je te vois faire ça, il y a tout un tremblement à l'intérieur de toi-même, comme si tu étais pleine de doutes, parce qu'effectivement, tu te retrouves dans une position où c'est un peu comme avoir une vie, tu vois, c'est un peu comme si je disais, ah ben j'ai une vie, OK? Puis si tu te permets de t'affirmer, ah ben là, j'aurais plus de vie. Ben non, j'aurais plus de vie parce que là, quelque part, tout ce que j'aurais construit, je vais le perdre. Donc, je veux pas ça. Donc, je veux continuer. OK, tu veux continuer, c'est bon. Mais si tu veux continuer, tu peux déjà peut-être, par contre, travailler pour que justement ce que tu trouves qui est pas acceptable, ben, devienne un peu plus acceptable. Que tu t'assures quelque part que les gens qui sont autour de toi comprennent finalement que tu as changé, que pendant un certain laps de temps, tu as reconnu, tu as accepté une certaine situation, mais qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas acceptable. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, tout à fait. J'hésite juste quand la façon dont vous le formulez, j'hésite si vous sentez qu'il y a une personne en particulier ou c'est vraiment un schéma relationnel. C'est sûr que c'est un schéma relationnel, mais là, évidemment, je le fais un peu rapidement comme ça, mais selon ce que moi j'observe, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il y a quand même une personne qui personnifie ce que je viens de te décrire. Ça veut pas dire que cette personne est un monstre, ça veut pas dire que cette personne-là, elle est pas correcte, ça veut juste dire quelque part que toi et cette personne-là, vous avez créé quelque chose qui est pas juste pour toi. Et qui n'est pas juste pour l'autre personne non plus, parce que c'est pas sain comme situation. Donc, tu es obligé de te dire, ben, j'ai besoin de réinventer la relation. Et réinventer la relation, c'est remettre des conditions à la relation pour qu'elle devienne plus sage, plus satisfaisante pour toi et pour l'autre personne. Parce que, inévitablement, c'est une dynamique. Une dynamique, ça se fait toujours à deux. C'est jamais tout seul. Et dans ce sens-là, ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi de prendre le temps de réévaluer comment tu pourrais construire une relation qui reposera sur de nouvelles bases. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Et donc, c'est cette fatigue qui revient parce que c'est d'une façon ou d'une autre, c'est mon corps qui réagit à ce tendement de pas être moi-même d'une façon ou d'une autre. Ce que je te dirais, c'est que ton énergie est très haute. Donc, le chakra de la gorge, je commence avec ça. Donc, c'est dans le haut de haut de ton corps, ton énergie allée. Donc, quand on est dans le haut de notre corps, puis on n'a pas de racines, on n'est pas dans nos chakras du bas, qu'est-ce qu'on fait? On se ressource pas parce qu'on est dans une espèce de stress permanent, parce qu'on est toujours, faut que je réponde à ça, faut que je fasse ça, comme on est toujours dans une espèce de volonté d'harmonie, d'être en harmonie avec notre extérieur, mais sans être dans nos racines, sans être dans nos jambes, sans être dans nos chakras racines, chakras sacrés, chakras solaires, qui sont toutes reliés à notre personnalité, puis notre individualité, puis cette envie que l'on a d'exister pour nous-mêmes, tu vois.
Et c'est là, quelque part, que je sens que tu as énormément d'appréhension d'aller dans cet espace-là, du bas du corps, parce que cet espace-là, évidemment, te ramène, tu sais, quand on dit non, comment ça, non, ou non, plus acceptable, tu vois? Ça, c'est ça que tu as peur. C'est ce non-là, le non qui devient ferme. Le non qui devient ferme, mais ne place plus d'espace pour qu'il y ait une discussion. Il te met dans une situation quelque part où tu reconnais quelque part ta puissance et ta force et que tu te permets quelque part de reconnaître justement que tu as besoin de retrouver cette force-là parce que c'est ça qui va t'amener à te dire, ben moi, ce que j'ai envie, c'est de la douceur. Ce que j'ai envie, quelque part, c'est de faire valoir, quelque part, que moi, ce que j'aime, c'est la communication. La communication, c'est j'aime parler avec quelqu'un qui va me parler doucement, qui va être bienveillant avec moi, je vais être bienveillant avec lui. J'ai envie, quelque part, de collaborer avec lui. J'ai pas envie de vivre une relation de dominant-dominé. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là que je sens qui a besoin de s'épanouir chez toi et que c'est beaucoup plus doux. Parce que c'est beaucoup moins cassant. Parce qu'au début de la consultation, mais de l'exemple avec toi que je vis, c'est que je sens quelque chose de très cassant. Alors qu'à la fin, ce qu'on voit là, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus doux que je vois, beaucoup plus féminin, il y a beaucoup plus de respect. Et ça exprime à quelque part qui tu es véritablement. Tu es une femme qui a ces besoins-là, mais je pense que dans ton éducation, en tant qu'enfant, on t'a pas donné ce que tu avais besoin pour t'épanouir en tant que femme comme tu étais. Donc, tu as dû te retrouver dans des situations où on était dur avec toi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec des gens qui sont durs avec toi. Et je pense qu'il faut maintenant que tu apprennes à te donner la permission de te dire, ben, j'ai pris conscience de ça aujourd'hui et j'ai envie maintenant de la douceur. Donc, j'ai envie de déployer des relations qui vont me permettre d'atteindre ce degré d'harmonisation-là. Ça résonne énormément. Oui. Donc, écoute, ce serait un peu ça. Donc, évidemment, tu vois, encore une fois, on est parti d'une énergie un petit peu comme qui était liée à la gorge, qui était un peu perturbée. Puis, on a vu, évidemment, à la fin qu'il y avait quelque chose à consolider. Mais déjà, on voit que ce serait intéressant pour toi d'aller explorer un petit peu le bas de ton corps pour retrouver cette douceur, cet amour pour toi-même, en fin de compte, que tu pourrais te donner davantage. Ça te va? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi. OK. Est-ce qu'il y a une autre personne qui pourrait... attends, là, j'ai fermé mon chat, donc je vois pas, c'est la première, parce que moi je vais avec la première personne qui me le montre. Alors, il y a Joanne qui s'est présentée. C'est ça, c'était Joanne en premier. Donc, Joanne, est-ce que tu aurais un thème que tu voudrais qu'on regarde? Peut-être mes guides, s'il y aurait un message au niveau des relations amoureuses, disons. C'est assez amusant la scène que je vois parce que justement, quand tu parles des guides, ce que je vois, c'est un peu comme un genre de conseil, tu vois. Tu es là, puis un conseil. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs guides qui sont là, mais ils sont pas tous d'accord. C'est ça qui est un peu amusant dans la scène, là, c'est que ils sont pas d'accord, ils semblent pas se mettre d'accord sur ce qu'ils ont à te dire, tu vois. Puis ce que je sens de ça, c'est que c'est un peu comme tu sais, t'es dans la phase, quelque part, que moi j'appelle d'individualité. La phase d'individualité, c'est toi qui dois prendre possession de ta vie. Donc, oui, les guides peuvent être là, mais quelque part, toi, tu n'as pas pris possession de ta vie. Donc, l'orientation à prendre par rapport à ta vie n'est pas définie par les guides, elle est définie par toi. Et c'est quand tu la définis que les guides peuvent t'accompagner dans cette définition-là que tu as choisie. Alors, j'ai l'impression que c'est ça un peu que je te dirais par rapport à ça, puis je vais un petit peu interagir pour voir un peu comment est-ce que ça va évoluer de ton côté. C'est un peu comme s'il y avait un genre de deuil à faire dans ton cheminement par rapport à ce thème-là qui est l'amour. Un peu un deuil. Tu sais qu'on dit, moi je voudrais un amoureux, tu sais, un truc romantique à l'eau de rose, quelque chose de très beau. Tu vois, je sens qu'il y a quelque chose là-dedans qui est pas connecté avec la réalité, tu vois, et que le bris, ce que je sens qui est un peu comme le bris, c'est pas que tu n'auras pas accès à ça, mais tu vas accepter quelque part d'avoir accès à ce qui va être là. Tu vois, c'est pas le rêve que tu vas avoir accès, c'est ce qui est là. Et ce qui est là, ben, il y a quelque part une femme qui est beaucoup plus forte intérieurement que je sens
Et cette femme-là qui est forte te fait un peu peur parce qu'évidemment, c'est pas la femme romantique qui est là, c'est plus une femme qui a une certaine force, une certaine puissance, qui sait ce qu'elle veut, puis sait ce qu'elle veut pas. Donc, elle a pas, c'est pas la fille qui va se laisser embarquer dans des histoires amoureuses romantiques. Elle peut être romantique, la relation, mais elle va mettre les points sur les i. Elle va pas se laisser aller dans quelque chose qui vont pas lui apporter une satisfaction. Je sais pas si tu me suis par rapport à ça. Oui. 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 Puis, on va essayer donc d'interagir un petit peu avec l'énergie, parce que là, dans ton cas, tu vois, ce que je sens, c'est que cette notion d'état de conscience, il n'y a pas rien qui, il n'y a pas un état de conscience qui est ressorti dans ma relation que j'ai avec toi, quand je me capte avec toi, et que les guides, ben, quelque part, sont pas trop interactifs non plus là-dedans. Il n'y a pas d'énergie qui ressort clairement. Mais je vais faire comme une action énergétique au niveau de ton chakra du cœur. Ça, c'est un peu comme la prise de conscience. Tu sais, quand on se dit, j'ai pris conscience que j'avais de la valeur. J'ai pris conscience que j'étais importante. J'ai pris conscience que j'étais bien avec moi, puis j'étais peut-être pas obligé d'être avec quelqu'un, tu vois. Puis que si je suis avec quelqu'un, c'est parce que je vais être mieux. Je vais gagner, je vais être gagnante, je vais avoir quelque chose de plus, je vais être plus heureuse grâce à ça, tu vois. Il y a donc des conditions là-dedans. C'est pas comme à tout prix. C'est comme, non, si je tombe sur la bonne personne, je vais y aller. Mais si je tombe pas sur la bonne personne, j'irai pas. Tu comprends un peu ce que je veux dire ou pas? Oui. C'est sûr. Donc, c'est un peu comme le concept de tomber amoureuse. Toi, t'es pas prête à tomber amoureuse, t'es prête à avoir une volonté de partager quelque chose avec quelqu'un et que ce partage-là te permet, toi, de sentir que tu as une forme d'épanouissement qui va en ressortir. Toi, c'est un peu comme ça que je perçois ça. Tellement ça. Est-ce que tu aurais d'autres questions ou? Ben non, dans le sens que de toute façon, je pense qu'il ne faut pas me dire si ça s'en vient, si ça va arriver. Je peux toujours te le dire, mais est-ce que ça va être vrai? Ça, c'est autre chose. Mais moi, ce que je te dirais, c'est que l'idée de ce que je sens de toi là-dedans, c'est que avant que ça arrive, il va falloir passer par des étapes de dire non. Tu sais, il y a des gens qui vont se présenter à toi, tu vas leur dire non, probablement. Pourquoi tu vas leur dire non? Pas parce que tu veux pas, parce que tu veux. Mais parce que quand une personne ne convient pas, c'est préférable de dire non que de dire oui. Tu vois? Alors, j'ai l'impression que ces périodes où tu vas dire non, ça va peut-être être quelques reprises que tu vas le faire, mais ça va te permettre, toi, de réaffirmer à quelque part ton oui. Parce que quand on dit non à quelqu'un, on se dit, ah ben non, j'ai dit non, c'est pas bon, j'arrête tout, je laisse tomber. Non, non. Si on reste dans l'idée, à quelque part, que ces deux personnes-là, quelque part, sont des personnes avec qui on a dit non, mais qu'on est quand même convaincu qu'on peut arriver à atteindre un résultat satisfaisant en rencontrant une bonne personne, ben, quelque part, c'est que ce sera peut-être la troisième ou quatrième personne, ça va être le oui, tu vois. C'est comme s'il y a quelque chose que je sens qui est un peu comme une démarche de cet ordre-là à faire, tu vois. OK. Ouais, c'est peut-être une partie de moi qui voulait pas la vivre, cette partie-là, parce que j'aurais comme aimé que ce soit tout de suite comme le bon. Mais je comprends ce que tu dis, puis Ça, c'est le côté romantique qui parle comme ça, je pense. Le côté romantique. ça doit être ça. Le côté qui est aimé que ça soit compliqué aussi. Oui, mais tu vois, c'est une chose importante, c'est que c'est pas nécessairement compliqué ce que je te décris. Quand on dit non à quelqu'un, c'est pas parce que c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est quand on n'est pas capable de dire non, ou quand on s'écoute pas vraiment, puis on doute, puis on se demande effectivement, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que tu vois, et je pense que c'est là quelque part qu'on tombe dans quelque chose qui peut être malsain à ce moment-là, tu comprends? Ouais, OK. Quand c'est clair qu'on rencontre quelqu'un, puis on se dit, mais non, ça conviendra pas. Bon, ben, si ça conviendra pas, on se fait pas une longue histoire, on se complique pas l'existence, on se dit, ben, écoute, ça conviendra pas. Ça s'arrête là. Tu comprends? Ouais. Puis des fois, ben, tu le sais tout de suite, hein? Tu le ressens tout de suite. Ouais, je pense, oui. Surtout que quand on sait ce qu'on veut, parce que je pense que c'est important aussi, ce qu'on sent de toi quelque part, c'est que tu sais plus, la notion de mettre des points sur les i, c'est que tu es plus capable de préciser ce que tu veux, ce que tu veux pas. Donc, évidemment, quelqu'un qui va répondre à tes questions, ben, tu vas vite voir, ben, cette personne elle me convient ou elle me convient pas. Tu vas vite arriver à cerner la personne qui se trouve devant toi. Tu comprends? OK. C'est bon. Bon. Oui, merci, Sylvain. Merci à toi. Je vais prendre une dernière personne pour Moi, faire c'est une mon mari.
mon mari Serge Duplessis qui est à côté de moi. J'avais mis un message. Pardon. J'essaie d'y aller par... J'étais au deuxième. Il était le deuxième après Isa. Il a un problème en ce moment, il peut plus conduire. On ne sait pas pourquoi. OK. Il a eu pas mal de problèmes d'examens médicaux. Et quand vous dites qu'il ne peut plus conduire, c'est-à-dire qu'il n'est plus en mesure de conduire parce qu'il ne sait plus comment conduire? C'est quoi la logique de ça? C'est parce qu'il a peur? Quand je conduis, j'ai l'impression que la voiture va tomber à droite ou à gauche, suivant les routes. Et je suis obligé de m'arrêter parce que je peux plus conduire. Et sur l'autoroute, c'est pas marrant. Voilà. Et quand vous marchez, par exemple, si vous n'avez pas ce sentiment-là non plus? Non. Seulement dans la conduite? OK. C'est en conduisant. Mm-hmm. Et votre prénom à vous, c'est? Serge. Serge. Ben, là, évidemment, je vais vous dire qu'est-ce qui me vient par rapport à ça, puis on va l'explorer ensemble. Mais la première chose que je sens, c'est cette notion de cloche, des cloches au niveau de la tête. Et ces cloches-là, quelque part, ben évidemment, pour moi, c'est un peu comme la cloche sonne d'un côté, la cloche sonne de l'autre. Vous voyez, c'est comme ça, quelque part, ça crée comme un débalancement d'un point de vue énergétique. Puis évidemment, ce que je sens aussi, c'est qu'il y a trop d'énergie dans le haut du corps par rapport au bas du corps. Comme ça, quelque part, on n'arrivait plus à retrouver des assises au niveau de nos jambes, au niveau de notre bassin. Alors, c'est certain que l'impression, quelque part, que vous décrivez, pour moi, ça reflète aussi ça. Est-ce que vous dormez bien, vous, la nuit? Oui. Oui? OK. Puis, avez-vous l'impression d'être beaucoup dans votre tête? Je vous entends pas. Comment? Il dit, tu es dans la tête? Dans la tête? Tu es beaucoup à réfléchir? Oui. Oui. Avez-vous les acouphènes, vous, ou pas? Non. Non, OK. Pas d'acouphènes. Parce que moi, ce que je sens, en tous les cas, dans un premier temps, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire descendre l'énergie un petit peu, voir comment ça va réagir. Vous voyez, ce qu'on sent de ça, c'est cette notion de... Il y a deux choses. Faire descendre l'énergie, c'est un peu comme si ça faisait une réaction en vous, comme si vous me disiez « je ne veux pas mourir ». Et quand je me demande pourquoi vous avez peur de mourir, ce que vous me dites, c'est qu'il y a toute la relation avec la responsabilité et le plaisir. Être responsable, c'est finalement être dans la tête. Être dans la joie, dans le plaisir, c'est être dans nos jambes, dans notre bassin. C'est de retrouver le plaisir de vivre finalement. Et ce plaisir de vivre, ben c'est quelque chose de l'ordre de ben non, je peux pas, j'ai pas le droit à ça moi parce que je suis égoïste. Si je serais comme ça, hein, je serais égoïste, je tournerais mon orientation vers mes besoins, vers mes envies. Je serais pas finalement quelqu'un qui serait aligné avec cette envie à quelque part de retrouver cette position de responsabilité que j'ai toujours cherché à développer tout au long de ma vie. Je sais pas si vous me suivez par rapport à ça. Je suis. Oui. Et le plaisir, pour vous, ça vous dit quoi? Est-ce que vous faites des choses dans votre vie qui vous rend joyeux, qui vous amène du plaisir? Des choses... Oui. Et justement, j'aimerais bien voyager. Et là, ben voilà, je suis un peu... C'est-à-dire qu'on voyageait pas mal parce qu'on était avec une cousine. Et la cousine est décédée. Et c'est suite à ce décès, j'ai l'impression, au bout de 6 mois de ce décès, que ça lui est arrivé qu'il n'arrive plus à conduire. Et il a l'air de tomber. Alors, sur l'autoroute, quand il s'arrête en plein milieu, ça fait un peu peur. Hein. Et le train, maintenant, est-ce que le train est une voie possible? Ah, pas fait. Vous l'avez pas fait? Non. Parce que ce serait peut-être intéressant d'explorer parce qu'évidemment,
quand on parle de cette notion de plaisir, la notion de plaisir, par exemple, être dans un train, ça fait plus référence à un plaisir pour moi qu'être dans une voiture. La voiture, c'est que lui qui conduit, donc à quelque part, il y a une responsabilité et il y a quelque part, moi ce que je dirais, une fatigue associée à ça. La fatigue, j'ai la fatigue d'avoir sur mes épaules une certaine responsabilité que je me sens de moins en moins capable à avoir. J'ai envie de retrouver à quelque part une position plus légère dans laquelle je me sens moins cette responsabilité sur mes épaules. Et dans ce sens-là, si on revient avec la notion de plaisir, le plaisir, évidemment, c'est de se permettre donc de faire des activités dans lesquelles on reconnaît quelque part qu'on a envie de prendre soin de soi. Et si on parle de voyage, évidemment, peut-être explorer l'option d'aller dans un train, par exemple, d'expérimenter le train. Il y a beaucoup de trains en Europe, hein, donc c'est facile de voyager quand même par le train. Et si c'est une voie quelque part qui peut s'avérer intéressante, il y a quelque part un plaisir qui est associé à ça, une joie et on s'enlève cette espèce de poids de la responsabilité. C'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui. Oui, ça parle. Ça nous parle, en effet. Ça parle. Ouais. Merci beaucoup. Je vais faire une dernière petite action, puis je vais vous dire qu'est-ce que je perçois. Ouais. C'est un peu comme la notion, je vais faire une caricature en disant comme ça, mais quand on dit couper le cordon ombilical, c'est finalement, par exemple, le décès de cette personne-là est une façon de couper le cordon ombilical. Et quand on reconnaît quelque part notre envie à nous de vivre une vie peut-être plus individuelle, donc moi avec moi et moi avec l'autre, par exemple, ça aussi, c'est un facteur qui peut être intéressant à explorer. De quelle façon que ma vie à moi, ma vie individuelle pourrait exister? De quelle façon que je pourrais me donner la permission de vivre des choses dans lesquelles je pourrais, par exemple, me retrouver à marcher, par exemple, seul régulièrement, par exemple. Je donne un exemple, pour retrouver quelque part ce plaisir d'être avec soi-même. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'important pour vous aussi, ça. Oui. Ça sera donc à explorer. D'accord. Ça vous va? Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Donc, écoutez, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est des questions, évidemment, je vais prendre le temps d'y répondre avant qu'on termine. Évidemment, on aurait pu continuer très, très longtemps, mais l'idée, c'était de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il y a une question qui m'est posée ici. Quand tu agis et donnes ce que veut le personnage, est-ce que c'est ça la guérison? En fin de compte, la guérison se manifeste de deux façons. La déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est le poids de l'intention où je donne à l'énergie en question ce qu'elle a besoin. Et quand je fais ça, ce que je fais, c'est que je permets à la mémoire de se libérer, de se dégager de sa programmation. Alors évidemment, on l'a pas tellement fait dans le dernier cas. Je l'ai fait un petit peu au tout début, dans les premiers exemples. Les derniers exemples se prêtaient moins à ça. Mais donc, la déprogrammation, ça permet de libérer la mémoire pour que justement la mémoire puisse s'épanouir et montrer quelque part l'expression plus juste de soi. Ça, c'est la déprogrammation. Et le soin, on a peu travaillé dans le soin aujourd'hui, mais on l'avait fait plus dans les exemples de l'exemple de l'événement précédent. Mais je dirais évidemment que dans des cas de démonstration, faire des soins, on interagit avec l'énergie, mais d'une façon sommaire, parce que quelque part, faire un soin, ça prendrait beaucoup plus de temps que ça. Faire un soin, c'est quand même prendre le temps de se déposer, de donner à la personne une énergie pour qu'elle puisse rétablir son équilibre. Alors ça, évidemment, ça demande un peu plus de temps pour vraiment faire un soin comme tel. Là, moi, je fais comme des exemples qui sont très courts et qui font qu'on voit un petit peu comment les choses évoluent. On les voit évoluer malgré tout, même si c'est pas un soin profond. Mais quand on fait un soin profond, logiquement, on arrive à convenir que la personne, au début et à la fin du soin, c'est deux choses différentes. On voit bien quelque part que l'équilibre a amené une transformation chez la personne. Et si c'est pas le cas, c'est que l'énergie est plus figée que la moyenne du temps. Ça veut pas dire pour autant que c'est dramatique. Ça veut dire quelque part que le travail de rétablir les fonctions vitales chez la personne vont être un peu plus longues. Et ça, c'est quelque chose qui va être observable. Mais ça, c'est souvent dans les soins de l'aura et des chakras, par exemple, où on va plutôt investir dans l'idée du soin énergétique. Mais dans la pratique de la pleine conscience intuitive, on combine la lecture intuitive, la déprogrammation et le soin dans le même processus. C'est ce qui fait que
même si je fais un soin énergétique, moi, je vais prendre le temps d'exprimer qu'est-ce que j'observe pendant le soin pour m'assurer justement qu'on puisse arriver à bien cerner tout ce qui se passe. Est-ce que j'ai répondu à la question, Valérie? Donc, il y a Charlotte qui me dit, petite question, formation, 5 études de cas. Je suppose que c'est mieux d'avoir des personnes volontaires qui sont autres que nos proches, non? Il y a deux, oui, bien sûr que travailler avec les proches, c'est pas toujours idéal, en fait. Les proches vont souvent vouloir nous encourager, mais en même temps, on les connaît. Parce qu'on les connaît, quelque part, on se dit, ah, oui, je savais telle chose. Donc, on se dévalorise un petit peu dans notre travail avec une personne proche. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est dans une communauté dans l'école. Quand vous avez accès aux enseignements, vous êtes dans une communauté et vous pouvez demander à la communauté s'il y a des gens qui voudraient participer avec vous. Donc, vous pouvez à ce moment-là faire un travail avec ces personnes-là. Ça, c'est une option. Et on peut, évidemment, moi, je peux faire un appel dans mes groupes et tout ça pour demander s'il y a des gens qui sont intéressés. Et à ce moment-là, on le fait aussi. Et puis également aussi une évaluation comparative. L'évaluation comparative, c'est comme il y a 5 études de cas, mais vous avez une 6e étude de cas à faire, qui est dans l'évaluation comparative. C'est-à-dire que moi, je vous demande, toi, par exemple, c'est Charlotte, je vais demander à Charlotte de dire, tiens, telle personne du groupe a travaillé sur une personne. J'aimerais ça que toi, tu travailles sur cette personne-là pour faire une évaluation comparative, pour comparer quelque part ce que moi j'ai observé, ce que tu as observé, ce que cette autre personne-là avait observé. Et ça permet donc de développer un sens critique, je dirais, par rapport à la lecture. Ça enrichit finalement le regard, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. Et l'idée, c'est, comme je disais tantôt, c'est pas de vouloir, amener les gens. L'idée, c'est d'amener les gens au niveau de leur maximal de leurs compétences. Et évidemment, donc, même les études de cas sont pas là pour faire des évaluations dans le sens tous les côtés négatifs des choses. C'est plutôt de chercher au contraire à mettre en lumière ce qui est positif et de mettre en lumière ce qui est peut-être plus fragile et de voir de quelle façon qu'on peut consolider ça. Et comme j'ai déjà dit, je laisse pas les gens tomber. Je les accueille, je les accompagne tant et longtemps qu'ils sont pas parvenus à un niveau de compétences qui sont favorables à leur épanouissement. C'est ça un petit peu que je répondrai à Charlotte à ce sujet-là. Et puis donc, Valérie, je ne sais pas si j'avais répondu à la question que tu voulais. J'ai peut-être une nouvelle. Donc, vous connaissez donc la formation certifiante. Vous savez qu'elle va commencer la semaine prochaine, le 27. Mais comme j'ai des petits problèmes techniques avec PayPal qui sont plus longs à régler que prévu, en fait, c'est même très long. J'ai pensé quelque part de proposer aussi une deuxième vague d'inscription qui commencerait donc le 13 avril. C'est-à-dire que les gens qui veulent faire le niveau 1 de la formation d'une façon plus concentrée le feraient du 13 au 27 avril, quelque chose comme ça. On le ferait donc plus en concentré. Donc, il y aurait les enseignements en ligne que les gens suivent. Il y a des webinaires qui se font dans la même semaine. Donc, on fait quelque chose un peu plus intensif. Et donc, après ça, évidemment, ils peuvent se joindre au groupe pour le niveau 2 qui aurait lieu donc autour du 15 avril, chose comme ça, probablement là, quelque chose comme ça. Donc, voilà. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Puis, on garde ça, puisqu'encore une fois, la page d'inscription au niveau des PayPal n'est pas fonctionnelle encore, elle n'est pas été encore résolue. Donc, c'est ça un peu le problème qui se vit à ce niveau-là. Est-ce que vous aurez d'autres questions, maintenant, avant qu'on termine, sur l'ensemble de ce qui a été vu aujourd'hui ou sur d'autres questions que vous aimeriez poser sur la pratique? Donc, c'est bon, ça semble être terminé. Donc, j'espère que vous allez apprécier notre petit entretien. L'objectif, évidemment, ici, c'était de montrer davantage la notion du concept de la mémoire, quelque part, de quelle façon que les états de conscience peuvent animer notre champ d'énergie. Ils peuvent en avoir plusieurs. Alors, évidemment, ces états de conscience-là, quelque part, l'objectif de la pleine conscience intuitive, c'est de favoriser la réunification. Donc, on a compris que à travers donc le travail des soins de l'aura et des chakras, évidemment, il y a donc l'aspect énergétique qui est vu, mais aussi tout l'aspect psycho-émotionnel, de chercher donc à rétablir l'alignement pour favoriser donc un équilibre plus important. C'est un peu ce que j'avais envie de vous proposer. Donc, les 3 événements avaient donc une personnalité propre à chacun pour vous permettre donc d'avoir une vision plus complète de ce qu'est l'enseignement de la pleine conscience intuitive. Et ce que je vous dirais, c'est qu'il y en aura d'autres qui auront lieu donc, puisque il y a donc
d'autres enseignements qui seront proposés dans la même couleur que ceux que j'ai proposés, qui auront donc un autre volet, et il y aura donc d'autres animations de cet ordre-là que je vous présenterai dans quelques temps. Donc voilà, alors je vais vous souhaiter une belle fin de soirée puis une belle fin d'après-midi pour les gens du Québec, et donc j'espère que vous allez passer de beaux moments, et je vous envoie le replay soit demain ou après-demain pour ceux qui auraient le goût de le visionner une deuxième fois. À très bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, très belle fin de journée. Merci d'avoir été présent. Au revoir.